sans faire exprès, je lui mets un coup d'orteil dans l'œil. Donc il a un œil fermé et on est au premier round. Moi, je me dis, j'ai gagné le combat, l'arbitre va l'arrêter dans la seconde. Il revient au deuxième round avec toujours un seul œil. Je me dis, c'est pas grave, il va l'arrêter au deuxième round. Je ne peux pas perdre, le mec, il a un œil fermé. Le quatrième round arrive et je fais, attends, le mec, il a fait 3 rounds avec un œil. Mais sans broncher, hein, avec un visage comme s'il n'avait rien. Alors qu'en France, il y a les mecs qui se prennent un coup dans l'œil, ils grimacent, ils se traînent par terre. Lui, il avait les yeux fermés et puis il me regarde avec le sourire. Et bon, au quatrième round, j'ai compris qu'il fallait que je tape dans son œil fermé, quoi. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Gong. Et pour cette édition fameuse, je reçois Jean-Charles Skarbowski. Merci Fred de ton invitation. C'est un plaisir de venir parler avec toi. Bah, c'est un plaisir réciproque, bien entendu. Jean-Charles, je vais te poser comme première question un truc pas spécialement tordu. Ce matin, quand tu t'es réveillé, à quoi tu pensais? Le matin, j'ai pas trop le temps de penser, j'ai des petites habitudes, j'emmène les enfants à l'école. Après, bon, je me prépare pour partir à la salle, hein, donc j'ai pas. Mais c'est vrai que c'est une bonne question que tu me poses parce que c'est vrai que étant donné que je fais un métier qui me rend heureux, tous les matins je me lève et pour moi c'est un plaisir de sortir. Et je me dis que je suis quand même pas mal chanceux, quoi, de pouvoir faire quelque chose que j'aime. Voilà, et faire profiter les autres aussi. Est-ce que et surtout que tu ne dois qu'à ça, quoi, tu vois, qu'à toi en fait, faire le fait que tu fasses ce que tu aimes aujourd'hui, c'est parce que c'est grâce à ton parcours, c'est grâce à tout ça. Personne ne réussit avec l'aide d'autres personnes. Il y a eu toujours des gens qui m'ont aidé, hein, ma famille, mes entraîneurs, aujourd'hui les amis, les élèves. Et c'est à eux que je dois tout ça, évidemment. C'est pas que grâce à moi, quoi. Et je les en remercie tous. Bien sûr. Mais t'as quand même. Est-ce que tu penses que tu as forcé ton destin? Tu vois, quand même. Est-ce que tu étais prédisposé? J'ai toujours cru en moi et j'ai jamais arrêté d'y croire et je me suis donné les moyens d'y arriver avec l'entraînement et le fait d'essayer de bien intégrer en Thaïlande, hein, de connaître des champions, des entraîneurs de renom. Et ça, c'est pas évident parce que pour les rencontrer, ils vont pas mal juger sur votre comportement, pas spécialement celui que vous avez avec eux à ce moment-là quand vous leur parlez, mais avec tous les gens de votre environnement, y compris vos voisins. Parce que c'est quand même un petit monde, hein, et un boxeur, s'il ne se comporte pas bien, ne serait-ce qu'avec un voisin, un commerçant, ça va savoir, ça va revenir aux oreiles d'un mec qui est peut-être haut placé dans le Muay Thai, et le jour où il aura le choix entre faire boxer lui et un autre, bah, inconsciemment, s'il a un petit avis négatif sur lui, parce que vu que tout se sait, notamment dans le Muay Thai, hein, je suppose qu'on est dans un sport... tout ça c'est dans le sport, donc si vous n'avez pas un comportement adéquat, bah, vous n'avez pas les ouvertures que vous pouvez avoir avec un comportement respectueux. Alors pour ceux qui débarquent, je précise quand même que Jean-Charles est l'un des plus grands champions de boxe thaï au monde, tout simplement. Hein, je pense que c'est ce que je pense, ça personne ne pourra me contredire là-dessus, pour une fois. Et la boxe thaï et toi, c'est comment la rencontre, elle s'est faite comment à l'origine? C'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé le Muay Thai, peut-être pas les premiers mois, mais au bout de 6-7 mois, peut-être un an, on va dire, allez, je me suis dit que toute mon énergie et l'argent que je devrais dépenser, ça va être uniquement pour le Muay Thai. Je me suis dit ça, et au final, bon, bah, ça finit par payer, quoi. C'est une histoire d'amour, en fait, entre toi et la boxe thaï. Enfin, c'est un coup de foudre, non? C'était immédiat ou pas, d'ailleurs? J'avais commencé, j'en avais fait quand j'avais 15 ans, j'en avais fait 3 mois.
avec l'idée juste de savoir se défendre et de savoir mettre quelques coups et gagner un peu confiance en moi, à 15 ans. Et j'en ai fait 3 mois. Et ce qui est bien avec ce sport, c'est qu'au bout de 3-4 mois, on se sent assez fort pour ne pas continuer, quoi. Donc faire un an de boxe thaï pour n'importe qui en France, hein, ce serait bénéfique. Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour apprendre les rudiments, hein, c'est quand même assez simple. Hein, les rudiments, je vous parle, c'est assez simple. Après, les techniques de combat, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est pour le combat. Mais si c'est juste pour apprendre à se défendre, mais aussi à gagner confiance en soi, en quelques mois seulement, ça suffit. Hein. Après, si vous êtes dans les combats, évidemment, après, ça c'est encore une autre chose. Hein. Ouais. À quel âge, toi, pour la première fois, enfin, même les sports de combat ou le combat, c'est arrivé comment dans ta vie? Tu t'intéressais au combat ou déjà au sport? J'ai toujours adoré chahuter, faire des petits combats avec les amis depuis que je suis tout petit, hein, depuis la maternelle, on va dire même. Hein. Je me souviens. Quoi. Et par contre, c'était toujours pour rigoler. C'était jamais sérieux. Un petit peu violent quand on est petit, on sait pas vraiment ce qu'on fait, quoi. Mais bon, en fait, on se faisait pas mal, quoi. Et après, il y a les films de Bruce Lee, bon, qui a rajouté une couche. Les films de Van Damme, encore une autre couche. Donc, et d'ailleurs, un des premiers films de Van Damme, hein, qui est rendu célèbre, Bloodsport, c'est là où on voit pour la première fois de la boxe thaï, hein, en vidéo, enfin, je veux dire, en vidéo au cinéma, avec Paulo Tosha, qui joue le rôle de Paco. Donc ça a impressionné pas mal de monde, hein. C'est une petite apparition, mais qui avait impressionné pas mal de monde. Tu avais quel âge quand tu as vu ce film? J'avais 15 ans, ouais. D'accord. Tu pratiquais déjà ou pas? J'avais fait, non, pas de la boxe thaï, non, j'avais déjà pratiqué le karaté, 2-3 mois, le kung-fu, 2-3 mois, l'aïkido, pareil, hein, à la même période. Un petit peu de BF à l'école. Bon, j'ai fait que quelques cours. Mais bon, on ne peut pas vraiment appeler ça des cours parce que le professeur arrivait, il nous donnait des gants, il repartait, boire un verre et puis il revenait à la fin du cours. Donc je sais pas pédagogue, si je sais pas si je peux dire que j'ai fait de la boxe française, mais disons que je me suis inscrit dans le cours de boxe française à l'école. Voilà. Bon, j'ai fait 4-5 cours. Donc tu as essayé diverses choses avant de tomber sur ce qui te convenait en fait. Oui, comme je dis, après, le Muay Thai à 15 ans, mais ça me convenait, mais j'en ai fait 2-3 mois et j'ai arrêté aussi. Comme j'avais arrêté le karaté, comme j'avais arrêté l'aïkido, comme j'avais arrêté le judo. Quel souvenir t'en as à ce moment-là, quand tu avais commencé là, t'en as fait quelques mois? Quel souvenir t'en as et avec qui t'avais fait ça? J'ai souvenir que déjà il y a eu un coup de foudre avec l'entraîneur, Maître Zetoun. Et je pense que la boxe, c'est ça, et puis n'importe quel endroit dans lequel on va. Quand on se sent bien accueilli, quand on sent qu'il y a de la passion et qu'on est important pour la personne, c'est ça aussi qui fait qu'on revienne, c'est qu'on se sent important pour la personne. Si on voit qu'on est personne, bon, ça serait... Ton premier cours, c'était avec André, donc c'était avec André Zetoun, c'était ta découverte, c'était ça? Oui. Ouais. Tu t'en souviens bien quand tu es arrivé la première fois? Oui, je me souviens très bien. Je me souviens très bien et 2-3 détails qui ont fait que j'ai accroché. Premier cours, il m'a mis un balayage pour me montrer le blocage. Et contrairement aux autres sports que j'avais fait avant, il faisait semblant de mettre les coups. Il posait juste la jambe. Et là, pour la première fois, je me prends un vrai balayage. Bim, donc je sens une puissance. Et à ce moment-là, on a l'impression que la personne s'est investie pour toi, quoi. Il y a un lien qui s'est créé, quoi, avec ce balayage. Et la première fois, j'ai eu envie de vomir, hein, après le premier entraînement, quoi. Parce que c'était vraiment difficile, quoi. J'ai pas réussi à gérer mon souffle. D'accord. Tu étais un peu sportif à cet âge-là? Tu étais dans quelles conditions en fait? Ouais, je faisais du vélo dans Paris, du roller. Mais j'étais pas trop sport d'équipe, mais j'ai... T'étais actif, mais ouais. Ouais, vélo, roller. Ouais, d'accord. C'était pas mal, quoi. D'accord. Et à ce moment-là, donc, qu'est-ce qui fait que tu as arrêté au bout de quelques mois, par exemple? J'ai arrêté au bout de quelques mois, justement, parce que
Je voulais apprendre à mettre un coup de pied, un coup de poing. Bon, en 3 mois, j'ai appris. Hop, j'ai plus besoin d'y aller. J'ai vu, j'ai compris le truc. Ouais. C'était à ce moment-là, tu les box, c'est des trucs simples, à savoir mettre un coup de pied. En fait, on fait de la boxe type, parce qu'on fait pas de la boxe anglaise, parce qu'on veut mettre des coups de pied. Donc, ça va mettre un coup de pied. Voir les champions, les champions de la salle à l'époque le faire, et ça donne un exemple. Voilà. Tu avais un côté purement pratique, en fait, de gamin, d'un garçon qui voulait savoir un minimum se battre. Ouais, se battre, se défendre, forcément, oui, 15 ans. Logique. Et qu'est-ce qui a fait alors que tu es retourné là-bas après, du coup? Je sais pas si c'est à cause de ça. Parce que je crois que j'ai perdu un combat dans la rue. Ouais. Et je me suis dit, bon, il faut que je me réentraîne. Mais t'étais turbulent, bagarreur et tout? Non, du tout. Non, du tout. Ouais. Je suis tombé sur un mec qui m'aimait pas, quoi. Ça peut arriver, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc. D'accord. Et du coup, tu t'es dit. Lui il faisait de la boxe anglaise. Voilà, il avait un bon niveau même. Au niveau de championnat de France, je crois. Moi, je faisais pas de boxe, donc la différence s'est jouée, quoi. Je pense que ça s'est joué là-dessus. Et je pense aussi que je n'étais pas entraîné, quoi. Je n'étais pas entraîné. Entraîné, ça aurait été différent, quoi. T'as compris que ça ne suffisait pas, en tout cas, ce que tu avais? Oui, effectivement. Là, il fallait que je remette que je continue à m'entraîner un petit peu plus. Et après, il y a eu la proposition de combat. C'est ça qui change un petit peu la donne, parce que de faire une discipline qu'on fait 2-3 fois par semaine pour le plaisir, à partir du moment où on te dit que tu as un combat, ça commence à devenir très sérieux, quoi. C'est plus du tout une discipline qu'on pratique à l'école pour rigoler. Ça devient sérieux. En plus, il n'y avait pas de plastron à l'époque, pas de casque. C'était... on se faisait plus mal qu'aujourd'hui, parce qu'en plus, il n'y avait pas les techniques de blocage, d'esquive. C'était un petit peu, des fois, un peu rentre-dedans, quoi, on va dire. Donc, on se blessait pas mal. D'accord. Et quel souvenir, alors, justement? Oui, de quoi je parlais juste 2 secondes avant, là. Où est-ce que je voulais en venir? Très bonne question. Ouais. Oui, qu'est-ce qui t'avait fait revenir, justement? C'était ça, tu as répondu. Donc non, ça m'a fait revenir. Bon, c'est peut-être avoir parlé de ce combat, mais après, oui, le fait d'être resté, c'est le combat. Donc, à partir du moment où on dit que tu as un combat, un petit peu ta vie elle change. Et c'est vrai que même par la suite, des fois, on a des soucis, des trucs qui nous prennent la tête. À partir du moment où on a une date de combat, il n'y a plus de soucis. Oui, je comprends. Tu es entièrement focalisé, concentré là-dessus. Ouais. Tout le reste s'efface un peu. Exact. Ouais. Et tu pensais que tu avais des soucis, que tu avais besoin de ça pour te porter, justement, pour traverser une période. Quand on est perfectionniste, on a toujours des soucis. Hein. Ouais, donc voilà. J'en ai content, quoi. Donc forcément, quoi. Ouais. Mais à partir du moment où tu as une date de combat, tout disparaît, quoi. Les problèmes de toutes parts, soit au travail ou amicaux, enfin tout disparaît, quoi. Là, on est tellement focus sur le combat qu'on ne se prend plus du tout la tête sur le reste, quoi. Bon, ça c'est pas pour ça que je suis revenu à la boxe, mais en tout cas le fait de faire un combat, et en plus j'ai eu une victoire, donc. T'as un souvenir clair de ce combat? J'ai un souvenir clair de tous les combats que j'ai faits, moi. Ouais. Donc sur les 97 là, je me rappelle exactement, parce que pour moi c'est quelque chose de vraiment important, quoi. Parce que c'est ce qui détermine ton niveau dans la pratique. Dans les arts martiaux, il y a les couleurs, il y a les ceintures. Dans le Muay Thai, il y a des combats. Voilà. Donc, il n'y a pas de ceinture, mais il y a des combats. Quelqu'un qui a fait 100 combats est meilleur que quelqu'un qui a fait 10 combats. Tu vois. Après, peut-être qu'il le battrait, mais ça, c'est pas important. On le respecte plus parce qu'il a fait 100 combats. C'est tout à fait normal. Respecter plus quelqu'un qui a fait 100 combats que quelqu'un qui a fait 10 combats. Enfin, il y a une sorte de hiérarchie, quoi. C'est pas les ceintures, c'est le nombre de combats, quoi. Et ce premier combat, donc, tu peux nous raconter un petit peu comment tu étais, dans quel état d'esprit comment vous l'avez préparé d'ailleurs avec André, enfin, comment ça s'est passé un peu tout ça? Je me suis entraîné dur, très dur, hein. Je venais à la salle avec une heure d'avance. Je faisais 1 heure de corde avec un kawaii pour bien transpirer, ou des fois des footings, en plus des footings d'1 heure le matin, toujours avec le kawaii. Et
Et je crois que même par la suite, même, je sais même pas si je me suis réentraîné aussi dur que ça, quoi. Ce premier combat, je me suis entraîné plus dur que les autres combats, s'il faut, quoi. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est de faire une fois pour savoir que tu peux le faire et tu gagnes confiance en toi. Et si tu as pu le faire une fois, tu sais que tu peux le faire une deuxième fois, quoi. Et donc, et ce premier combat, ça avait boxé un adversaire qui s'appelait Benatia, du club de. J'ai oublié, enfin, je me rappelais tout à l'heure, de Bonneuil, pardon, ouais. Et ce qui m'inquiétait avant le combat, c'était ma hantise, hein, c'était que le mec me fasse mal, au point que j'abandonne, que j'ai peur, et que, tu vois, à ce point-là, quoi. Mais au premier coup que je me suis pris dans la cuisse, comme j'ai absolument rien senti, je crois que c'est l'adrénaline, mais j'ai rien senti du tout. Et là, d'un coup, j'ai gagné confiance en moi. Après, je sautais dessus, j'ai mis plein de coups, mais j'avais confiance. Et la confiance, c'est la clé du truc. C'est ce que me disait Pipa. Pipa, c'est un grand entraîneur de Thaïlande, de Bangkok, là, du Jockey Gym avec qui je m'entraînais. Et voilà, il me dit, c'est une question de confiance. Et juste petite anecdote pour te parler de cette histoire de confiance. En Thaïlande, j'avais boxé un mec 5 fois. Il s'appelle Khun Suk. Petsupapan est très fort, un grand champion. C'est le seul que j'ai boxé autant, mais je l'ai boxé 5 fois sur 6 mois, quoi. Sur 6-7 mois. Donc, outre le fait que j'ai prononcé son nom 30 fois par jour pendant 8 mois, tu vois, tous les jours, donc ce qui fait que le mec il rentre un tueur dans ta famille, quoi. Donc, bon, bref, le premier combat que j'ai fait, si j'ai fait 5 combats, c'est que c'était serré à chaque fois. Parce que si j'avais battu easy, facile le premier 2 fois, jamais il y aurait eu 5 combats, quoi. Donc c'est tout le temps très serré, quoi. Et les 4 fois, et à chaque fois, je gagnais, quoi. Mais c'était tellement serré que je me dis, j'ai eu un coup de chance. Une fois, deuxième fois, pareil. Enfin, deuxième fois, c'était en 3 rounds seulement. Bon, je commence à regagner. Bon, ils l'ont donné gagnant, c'est pas grave, c'est un tournoi. La troisième fois, encore l'opinion synchrone, j'ai gagné encore un coup de chance. J'ai l'impression que c'est un coup de chance. Quatrième fois, encore un coup de chance. Qu'est-ce que t'appelles ces coups de chance? Enfin, c'est-à-dire que je voyais bien que j'avais du mal à m'en sortir et que le coup que j'ai mis, je pensais pas qu'il allait faire autant de dégâts. Le key punch, quoi. Mais j'ai cru en moi jusqu'au bout, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que j'étais perdant en points et j'arrive quand même à la dernière seconde. Enfin, le premier combat, il est très fort, hein, mais sans faire exprès, je mets un coup d'orteil dans l'œil. Sans faire exprès. Son œil se baisse. Donc il a un œil fermé et on est au premier round. Moi, je me dis, j'ai gagné le combat, l'arbitre va l'arrêter dans la seconde. Logique, il a un œil fermé. L'arbitre ne l'arrête pas. Il revient au deuxième round avec toujours un seul œil. Et ça concerne. Bon, je me dis, c'est pas grave, il va l'arrêter au deuxième round. Je ne peux pas perdre. Le mec, il a un œil fermé. Le troisième round arrive encore. Bim. Le quatrième round arrive et je fais, attends, le mec, il a fait 3 rounds avec un œil. Mais sans broncher, hein, avec un visage comme s'il n'avait rien. Alors qu'en France, il y a les mecs qui se prennent un coup dans l'œil, ils grimacent, ils se traînent par terre. Lui, il avait les yeux fermés, et puis il me regarde avec le sourire. Et bon, au quatrième round, j'ai compris qu'il fallait que je tape dans son œil fermé, quoi. J'y ai pas pensé avant, quoi. Parce que je me dis, j'ai gagné, ils vont l'arrêter, quoi. C'est pas possible qu'ils le laissent continuer. Il le laissait continuer. Et je savais que dans l'œil fermé, 3-4 coups, l'arbitre a arrêté tout de suite. Il a compris que j'avais compris. Et moi, j'ai compris qu'il avait compris que j'avais compris. Et donc, coup de chance. Ouais. Coup de chance, parce qu'il était vraiment très fort. Deuxième combat, bon, je donne perdant au point. Troisième combat, je perdant au point. Dernière seconde du dernier round, je mets un crochet, il tombe. Il se fait pas compter, mais en Thaïlande, tombe sur un coup de poing, tu perds pas de 2 points, mais tu perds quand même d'1 point parce que tu as montré quand même ton ascendant, quoi. Si tu mets un coup de poing, le mec qui tombe, ça veut dire quelque chose quand même. Et à la dernière seconde de la dernière minute. Parce que c'est vrai que maintenant, des fois, tu vois les tailles au 5e round ou certains qui pensent que les dés sont jetés et ils se donnent pas à fond jusqu'à la dernière seconde. Bon, encore une fois, je me dis, j'ai eu un coup de chance. Le quatrième combat, encore une fois, je perdais au point. Quatrième round, j'arrive à placer un coup de coude, il est ouvert. Et malgré ça, je pensais que j'allais quand même perdre au point. Mais il me donne gagnant. Dans les journaux, ils disent, ouais, les juges ont favorisé Jean-Charles, c'est pas correct. Donc j'ai un coup de chance encore une fois. Et après, on me repose de le boxer une 5e fois. Et après, je me dis, attends, j'ai pas pu avoir 4 coups de chance quand même.
Tu vois, faut pas déconner. Un coup de chance, ouais, 2, non. 4, c'est pas possible. Je crois que je suis meilleur que lui. Et le fait de m'être dit ça, au 5e combat, en même pas, enfin, en un round et demi, je connaissais tous ses points faibles. Je l'avais parfaitement étudié. Et en un round et demi, le combat s'est arrêté. L'a abandonné sur un coup de genou. Quoi. Et donc voilà, donc confiance en soi. Parce qu'on voulait en revenir à confiance en soi. Ouais. C'est ça, tu disais que c'était primordial, la confiance. Ouais. Voilà, ouais, exactement. Voilà. Et je me dis, mais c'est pas possible que je suis plus fort que lui. Et le fait de se dire ça, quand on voit la faiblesse dans les yeux de l'adversaire, là on se sent fort. On se sent fort, on peut penser à des techniques, on se sent relâché, la confiance en soi, et on ose. Tant que si on voit pas la peur ou le doute, bah, on n'ose pas. Hein. Il y a quand même une confrontation de regard, hein, d'attitude, quoi. Enfin, surtout de regard. T'avais quel âge à ces moments-là? Sur quelle période ça s'est fait, ces 5 combats, en fait? Les 5 combats en Thaïlande? Ouais. Ça s'est fait quand j'avais entre janvier et juillet, quoi. D'accord, oui, c'est rapide. Et c'est hallucinant parce que chaque fois que j'ai une proposition de combat, le mec il me ressortait le même nom, quoi. Et alors, quand j'allais voir les gens, tu boxes qui cette fois-ci? Je leur disais Kounseuk. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est devenu comique, quoi. Et c'était. Et j'ai gardé un bon rapport avec lui. C'était le même organisateur qui faisait ça? Ouais, c'est le même organisateur. D'accord. Et à la fin, dans les journaux de taille, parce que dans les journaux de taille, ils sont quand même assez crus et ils ne mâchent pas leurs mots, il n'y avait pas beaucoup de tabous. Ils disent tout quand dans les journaux de taille. Et de Muay Thai, ils disaient ouais, si le promoteur n'a pas compris que Jean-Charles est plus fort que Kounseuk, qu'il monte lui-même contre Jean-Charles. Et ouais, donc il voulait. C'est lui qui comprenait pas. Il voulait à chaque fois, c'est vraiment serré. Récidiver ce combat parce qu'ils espéraient que à la fin leur boxeur l'emporte. Parce que c'était très serré. À chaque fois, pour moi, c'était un coup de chance. Mais c'est qu'à la fin, tu peux pas dire, tu peux pas avoir 3 coups de chance quand même d'affilée. C'est pas de la chance. Tu vois, je suis meilleur que lui. Quoi. Mais faut, voilà. Et tu lui donnais trop de respect en fait durant le combat aussi, peut-être, non? Ça, le fait que tu le pensais vraiment meilleur que toi, du coup tu te mettais. Je voyais qu'au niveau des points, j'étais un petit peu en train de. C'était le seul que j'avais pas réussi à mettre KO. Normalement, j'arrivais toujours à mettre KO, ou au moins à toucher le mec. Mais lui, étant donné qu'il n'avait pas de coup, il n'a pas de menton, parce que les épaules sont attachées directement à la tête. Donc pour le taper dans le menton, c'est pas possible. Et pourtant, Senchai, il a mis KO, hein, c'est incroyable, quoi. Alors qu'il est un gabarit beaucoup plus petit, quoi. À partir de quand? Donc vraiment, si j'arrive pas à le mettre KO, il faut que je gagne au point, et gagner au point, c'est mettre plus de coups de pied. Et lui, c'est un spécialiste du coup de pied. Je ne vais pas les battre encore à corps, les tailles, hein, évidemment, quoi. Je vais plutôt essayer de chercher l'anglaise. Mais si j'arrive pas à le toucher en anglaise, il faut quand même que je me défende avec les jambes. Et lui, il était bien rapide, comme tous les tailles, quoi. Hein, au niveau des coups de pied, ils sont très difficilement battables. Hein. Au niveau des coups de pied, des blocages, des esquives, si on travaille qu'en jambes, généralement les tailles ont l'avantage. Bon, peut-être un petit peu moins maintenant, mais ils ont quand même l'avantage. Ouais. Tu penses qu'un occidental on n'est pas encore au niveau. Doit forcément user de certaines armes comme l'anglaise. Complètement. Hein. Ouais. C'est pas avec juste des coups de pied dans les côtes, les télames-toi, comme on dit en taille. Ouais. Le fait qu'il y a certains combattants aussi qui rentrent dedans directement, sachant que normalement en Thaïlande, les premiers rounds, c'est de l'observation pour les paris aussi. Ouais, bon, de toute façon, maintenant, c'est beaucoup de 3 rounds, hein, comme au One, là. Donc, effectivement, ils seront dedans direct. Il n'y a pas de. Je ne cherche pas à comprendre. Ah ouais. Ça a changé à ce niveau-là, alors? En 3 rounds, les combats en 3 rounds, c'est pas les mêmes qu'en 5 rounds. Non, mais il y a quelle répartition et comment généralement c'est 5 rounds donc, je parle au One, mais en fait je m'intéresse. Ah oui, d'accord. Ouais, je parle au One seulement. Mais sinon en Thaïlande, c'est 5 rounds. En Thaïlande, c'est 5 rounds, ça n'a pas changé. Ouais. Et il y a une nouvelle règle apparemment qui va stipuler que les boxeurs ne doivent pas fuir pendant le 5e round, qu'ils doivent être combatifs parce que des fois, quand il en reste 1 minute ou quand il en reste 5 secondes, je peux comprendre. Et encore, bon, il faut toujours renverser la vapeur. Mais je sais pas si tu comprends pourquoi est-ce que les mecs, genre 2 minutes avant, ils s'arrêtent, selon toi. Au dernier round, tu veux dire, au 5e round? Au 5e round. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils se déplacent. Ils s'économisent, sachant qu'ils combattent souvent dans le mois, j'imagine, ou ils sont... il y en a un des deux qui gagne, donc lui, il a intérêt à faire ça. Oui. Mais l'autre, celui qui perd.
Mais l'autre père en général aussi. Pourquoi l'autre qui perd il fait ça? Ouais. Bah tu vas me donner la réponse. Bah, c'est fou ça. Ouais. Ah non, mais je comprends pas. Tu sais, ah ouais, c'est malade. Ouais. Il y a bien de qui gagne. Si le mec qui gagne, oui. Ouais. Moi, j'ai peut-être parce gagné, que il te reste 2 minutes. Peut-être parce que la victoire, c'est pas forcément ce qui prime pour eux, peut-être, je sais pas. Il y a un côté. Bah, peut-être parce que en fait, moi j'ai une conception différente. Parce que moi j'ai le punch, je peux terminer le combat. Ouais. Avec un coup. Si t'as pas le punch, si t'as fait 40 combats, que t'as jamais réussi à mettre KO le mec sur un coup de poing. Bon bah, t'oublies les coups de poing, quoi. Tu te dis, c'est pas mon arme, quoi. Mon arme, c'est les coups de pied, c'est les genoux. Donc, effectivement, j'ai pas la même idée, parce que moi, je vais jusqu'à la fin parce que j'ai le punch. J'aurais pas le punch, je taperais, le mec, il me reste encore 1 minute de combat à faire, je suis fatigué, je sais que je vais pas le mettre KO. Moi, je sais que je vais le mettre KO, donc ça, c'est différent, quoi. Parce que il n'y a pas de. Peut-être aussi que la victoire n'a pas une importance si grande dans leur carrière, je ne sais pas, tu vas me dire. Peut-être que, tu vois, c'est justement. Ils savent pas les combats sont mal payés, tu n'as pas de prime de victoire. Non, pas du tout. Ah, non. Ouais. Non, c'est en fait, pour eux, les dés sont jetés, quoi. Il ne va rien se passer de plus. D'accord. Donc, 5e round, c'est-à-dire qu'il y a eu 4 fois 3, il y a eu 12 minutes, 13, 14, il y a eu 14 minutes de combat, il y a 1 ou 2 minutes, les dés sont jetés. On a donné tout ce qu'on avait. Ils sont résignés à la défaite. Bah, je ne sais pas s'ils savent qu'ils vont perdre. Peut-être qu'ils pensent qu'ils sont gagnants, j'en sais rien, quoi. Bah, obligatoirement, sinon ils tenteraient quelque chose, quoi. Sinon, c'est pas possible. Ou sinon, ils sont fatigués et ils savent qu'ils vont pas faire la différence en points. Et comme c'est un métier, qu'ils vont pas non plus trop se. Ouais, bon. Après, chacun ça. Tu parlais de ton punch tout à l'heure. Quand tu as compris que tu avais du punch? Ou comment? Le 3e combat que j'ai fait en classe C, j'ai gagné par KO. 4e encore, 5e, et j'ai fait ça presque 15 victoires d'affilée par KO, toujours avec ma droite. Après, j'ai eu 1 ou 2 défaites, et après, j'ai refait encore 26 combats, presque avec 26 KO, toujours avec, plus ou moins avec ma droite, quoi. Une fois de temps en temps avec les coups de pied dans la cuisse, mais c'était surtout la droite. La droite. Pas la gauche, hein, la droite. Et surtout l'uppercut. Donc, en fait, au bout d'un moment, c'est venu naturellement, ça, tu l'as pas travaillé plus que le reste, par exemple? L'uppercut? Ouais. Bah, j'ai vu que ça marchait, après j'ai travaillé un peu plus que le reste, quand j'ai vu que ça marchait. D'accord. Et au bout d'un moment, c'est carrément, je vais un petit peu abuser, quoi. C'est-à-dire que je faisais, peu importe ce que je faisais, il fallait que je mette un uppercut. C'est-à-dire que je cherchais l'uppercut. Au bout d'un moment, à force de faire ça, j'ai commencé à prendre pas mal de coups de coude. Parce que pour chercher l'uppercut, il faut arriver un petit peu nonchalamment, s'il l'air de rien, parce que c'est quand même un coup un petit peu traître, parce qu'on regarde le mec dans les yeux, mais il voit pas la main, et en bas, là, bim, tu vois. Donc il faut arriver nonchalamment vers le mec, lui faire croire qu'il va rien se passer, qu'on est là pour être des amis, donc l'adoucir. Et donc tu arrives un petit peu là, avec la garde de basse, c'est-à-dire un peu cool, et là tu arrives à passer l'uppercut. Et au bout d'un moment, je me suis pris trop de coups de coude. Pourquoi? Parce que j'arrivais comme ça, coup de bim, 1 fois, 2 fois, il m'a fallu quand même pas mal de coups de coude d'ouverture pour comprendre qu'il fallait que j'arrête cet uppercut. Donc après, mon technique est obligée de changer. Plusieurs fois, j'ai dû changer, quoi. Ouais. À cause de blessures, à cause de voilà, des blessures que j'avais en combat ou dans la vie. Ta relation avec ton entraîneur du début, donc André Zetoun, ça a duré combien de temps? Tout le temps où tu as combattu en France, en fait, où tu es resté, tu étais installé en France? Oui, je suis resté toute ma carrière en France chez lui. Ouais. Après, j'ai eu une pause dans ma pratique, entre 21 et 24 ans. Une pause complète, je ne voulais plus vraiment entendre parler de boxe. Je suis revenu à 24 ans et après, toujours chez Zetoun, bien sûr. Et à 25 ans, je suis parti m'installer à Bangkok. D'accord, ouais. Pourquoi tu voulais plus entendre parler de boxe? J'étais un petit peu déçu. Et, par toi, puis, par le milieu, par... Ouais, et aussi cette petite blessure à la main, comme je t'expliquais que je misais tout sur ma droite, quand je gagnais tout le temps avec un coup de poing, quoi. Il suffit que je mette le coup de poing, quoi. Donc, et quand je me suis fait mal à la main, en plus c'était un combat le jour de mon anniversaire, à Avignon.
Je me suis fait mal. Ma main était bien enflée. Hein. C'est pas cassé, mais c'était bien enflé. Et je me suis dit, bon, bah alors, si la boxe taille, ça serait réduisait, enfin, résumé à mettre une droite et que j'ai plus ma droite, j'ai plus rien, quoi. Bon, plus, voilà, plus des petites déceptions, voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai fait une croix sur la boxe là, pendant ces 3 ans. J'ai repris des études d'ostéopathie que j'avais commencé, que j'avais arrêté pour la boxe. Comme j'ai arrêté la boxe, bon, bah, je suis revenu faire les études. Et après, j'ai arrêté les études pour faire de la boxe, en fait. Donc 2-3 fois, j'ai fait... Pendant 3 ans, donc, il te manquait quelque chose. Tu t'entraînais plus du tout. Ouais, je m'entraînais plus du tout, mais pendant cette période de 3 ans, c'est en plein milieu de cette période, je suis parti en Thaïlande. Et pour le plaisir, hein, sans entraînement, j'ai fait 3 combats, 3 victoires, KO, chaque fois toujours avec ma droite. Hein, donc, en fait, elle remarchait, quoi. En fait, il suffisait de mettre une bonne protection, après, il n'y a plus de problème, quoi. Et parce que c'était une blessure récurrente, en fait. Qu'est-ce que c'était en fait, j'avais mal, je savais pas que tout simplement, il fallait mettre une protection, quoi. Une protection, c'est-à-dire c'est-à-dire un truc, un bon bandage, un bandage avec un gros truc, scotch ou machin, enfin un truc épais, quoi. Je savais pas. Et après, avec le temps, cette blessure, enfin, tu sens toujours ta main ou c'est parti entièrement? C'est vrai qu'en plus, le mec, quand je me suis mis à la main, attends, j'ai oublié de dire, quand je suis parti voir le docteur, il m'a dit, je veux bien vous opérer de la main, mais c'est fini la boxe. Et, il me sort ça, donc j'ai 21 ans, quoi. Il m'a un petit peu choqué. Je trouve qu'il a vraiment été con de dire ça, quoi. Parce qu'il s'est pas rendu compte. Ouais. Ou ils s'en foutent, en fait. Les médecins, ils aiment, de toute façon, la plupart n'aiment pas la boxe. Parce que, et ils ont tort, parce que ça leur ramène des patients. Tu vois. Ouais. Donc, ouais. Et, arrête ta passion, c'est chaud, ça. Oui. Il ne se rend pas compte. Ouais. Non, il sera. Non. Ouais, de toute façon, ça se saurait si les médecins étaient psychologues. Toi, donc, tu es revenu donc, après cette pause-là de 3 ans. Ouais. Quel a été le déclic pour que tu reviennes comme ça? Tu t'es dit qu'il te manquait... C'est marrant que tu me parles de déclic parce qu'effectivement, c'est un petit peu quand... Cette période-là où je faisais l'ostéopathie, j'ai fait des stages dans les maisons de retraite. Bon, et quand je me suis dit, bon, bah, si on termine comme ça, il vaut mieux profiter avant, quoi. Ah oui, d'accord. T'as vu... Donc, et du coup, tu es revenu à la compétition. Comment ça s'est passé? Tu es revenu direct voir Zetoun en lui disant que tu voulais reprendre? Oui, j'étais content. Et après, j'ai fait quelques combats, 10 victoires encore. Ouais. Et après, je suis parti m'installer en Thaïlande. Robert, un adversaire que j'ai boxé 2 fois, un très grand champion de Thaï, une légende, c'est lui qui m'a invité à venir m'installer au Jockey Gym. Et le fait d'être invité par un grand champion, l'accueil n'est pas le même. Sympathie, tout le monde apporte sa sympathie et essaie de t'aider. Alors que c'est vrai que quand on va tout seul, quand j'allais tout seul en Thaïlande dans des camps, c'était assez difficile de communiquer avec et surtout de s'approcher des champions, quoi. Ou qui te parlent, ou qui te considèrent, quoi. D'accord. Et toi, c'est quelque chose qui t'avait déjà traversé l'esprit d'aller t'installer en Thaïlande? Et c'est quoi? C'est la Thaïlande qui te faisait de l'œil, enfin qui te plaisait, ou c'est la France qui te plaisait pas? Non, m'installer en Thaïlande, j'y avais pas pensé avant de rencontrer Robert qui m'a dit viens t'installer au Jockey Gym. Je n'ai aucune raison de m'installer en Thaïlande. Je m'entraîne en France. Oui, non, ça s'est présenté comme ça en fait. Et il m'a dit viens, il me fait je m'occupe de toi, quoi. Je sais pas, c'est incroyable, quoi. Et pourquoi il t'a proposé ça, tu penses? Par sympathie? Par amitié? C'est la question que je lui pose. Parce qu'après, déjà le premier combat qu'on a fait, j'ai gagné quand même KO au premier round, encore une fois avec ma droite, là. Et une revanche, l'anniversaire du roi, c'est un truc énorme, hein, avec 100 000 spectateurs en plein air. Et donc c'est déjà des gros moments d'émotion qu'on partage à deux. Donc on a une victoire chacun. Donc à partir du moment où on a une victoire chacun, on peut sympathiser.
Balle au centre, ouais. Bon, en tout cas, moi, c'est vraiment le seul adversaire que j'ai senti vraiment qui était plus fort que moi, physiquement, techniquement. Ouais. Parce que les autres défaites que j'ai eues, j'ai toujours des très bonnes excuses. Ah, là, j'ai pas d'excuses sur celui-là. Et donc, il m'a dit, je t'invite à venir t'installer en Thaïlande. Donc, je suis parti, je l'ai suivi. Et après, voilà, bon, c'est là où j'ai commencé vraiment à atteindre le meilleur niveau, quoi, forcément, hein, en boxant les champions de là-bas. J'avais la chance d'être au Jockey Gym. Alors, au Jockey Gym, je t'explique, hein, il y avait qui s'entraînaient tous les jours, hein, Senchai, Somla Kamsing, Le Sila, Kao Klai, Chaolit, il y avait d'anciens champions, dont, tu vois, Lakshat, enfin c'était Sila Patay, Le Sila, je crois que j'ai dit, bon, Sonkom, une tonne de champions, mais pas que des champions, des légendes. Hein, Somla, Senchai, c'est le niveau légende, ça. Tu vois qui c'est? Oui. Somla Kamsing, ouais. Et tu les vois s'entraîner, aujourd'hui ça n'existe pas. Il y a 12 anciennes légendes avec 10 nouvelles légendes dans le même camp en train de s'entraîner ensemble. Du jamais vu, quoi. Et pourquoi ils étaient tous comme ça, concentrés dans ce camp-là? Qu'est-ce qui avait fait que... C'est la bonne question, ouais. Somat, monsieur Somat, là, le chef du camp, directeur du camp. D'ailleurs, au passage, j'ai repris le Jockey Gym, hein, une petite publicité, hein. Donc, il est toujours ouvert. Ouais, c'est un des plus vieux camps de Thaïlande maintenant, plus de 70 ans, quoi. Et donc pour en revenir, ouais, donc Somat, c'est lui qui a le secret. Et de ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui est très généreux et qui est très ouvert. Ouais, et je pense que c'est ça les secrets du truc, quoi. Comment se passait ta vie là-bas dès que tu es arrivé? Parce que du coup, au départ, tu es parti pour... Toi, tu pensais partir pour quoi? Pour quelques mois? T'avais imaginé J'étais déjà parti en Thaïlande tous les ans. Je partais en été, hein, parce que j'allais à l'école, donc forcément, je partais juillet, août. 18, 19, 20, après 21, 24, j'ai une petite pause là. Sauf pour la fois où j'ai fait des combats. Et quand je suis parti, donc à 25 ans, quand Robert il m'a dit viens t'installer. J'étais en 4e année d'études d'ostéopathie, j'ai arrêté, il me restait encore 1 an et demi à faire. Vu que j'avais réussi à battre Robert une fois, et lui, c'est une légende du Muay Thai, je me dis si j'ai pu le battre lui, je peux en battre d'autres, tu vois. Parce que je l'ai surpris, je peux en surprendre d'autres. Donc, ce que je voulais, c'était être professionnel en Muay Thai. C'est-à-dire... combattant professionnel? C'est-à-dire, en fait, ne pas avoir d'autres entrées d'argent que celles de boxer, quoi. Et de pouvoir dire je suis professionnel en Muay Thai, quoi. C'était même pas être champion, hein, parce qu'à l'époque personne ne pouvait atteindre le niveau de champion, hein, du Lupini, du Raja. J'étais un des premiers à le faire, donc je pensais pas ça. Là j'ai dépassé mes espérances. Moi ce que je voulais c'est juste être professionnel en Muay Thai, juste pour me le dire, quoi. C'était en quelle année? T'es parti en quelle année? En 2001. 2001, ouais. Ouais, 2001, ouais. Tu vas y rester combien de temps? Et j'ai pas tout de suite décidé d'y rester, hein. Je voulais juste être professionnel en Muay Thai. Et donc ça tombe bien. J'avais 50 combats, hein, pour presque autant de victoires. J'avais 47 victoires, presque toutes par KO. J'étais bien lancé. J'arrive à Bangkok. Et j'avais déjà boxé en Thaïlande, hein. J'avais fait aussi des victoires. Mais là, j'étais pris dans un mauvais engrenage. Je m'entraînais pas. Et j'ai fait 7 défaites d'affilée. Quand tu es arrivé là-bas, j'ai fait 7 défaites enchaîné les 7. Ouais. Avec des grosses blessures, des trucs qu'on pourrit parce que j'ai pas pris soin de la blessure. Et ça t'a fait quoi? Ça t'a affecté? T'as eu envie de rentrer? À un moment, je devais rentrer parce que j'ai des parties du corps qui devenaient noires, tu vois. Donc il n'y a plus d'irrigation, quoi. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que j'aille voir un docteur. Bon, je suis allé voir des docteurs là-bas, quoi, mais je me dis, bon, ça s'empire. Quand tu es arrivé là-bas, les 7 combats, tu les as fait en combien de temps? En combien de temps tu les as enchaînés, les 7 combats? Mais je les ai sans entraînement, hein. Je faisais des combats sans entraînement. Je les ai enchaînés en... j'en ai fait 10. J'ai fait 10 combats par an sur ces 5 ans. J'ai fait 10 combats par an, donc j'ai fait 50 de plus, grosso modo, quoi. Et donc j'ai fait les 7 combats en 7 mois, quoi, grosso modo, quoi. Et
Et t'avais quoi? T'avais une mauvaise hygiène de vie à l'époque? Mais, mais les défaites, c'était déjà pour moi, c'était jamais en Thaïlande. Et c'était toujours sur des trucs bizarres. Sur des trucs ou une ouverture qui tombe du ciel, ce que je suis ouvert. Ou c'était que des ouvertures en fait. C'était que des ouvertures. Et puis on m'arrêtait pour rien, mais c'était pas en Thaïlande, c'était dans d'autres pays. Cambodge, Japon, machin, en Europe aussi, mais pas en Thaïlande. En Thaïlande, je gagnais tout le temps. D'accord, ouais. Mais, parce que je comprenais bien les Thaïs, quoi. Et, parce que quand on est ouvert, en fait, on comprend les gens. Donc, comme j'étais plus ouvert quand je me sentais en Thaïlande, donc forcément, avec les Thaïs, j'arrivais plus facilement à lire ce qu'ils avaient en tête, quoi. Donc, j'ai fait quand même 7 défaites d'affilée, donc là, c'était difficile pour devenir professionnel. Ouais. Et, là, je me suis dit, bon, en fait, je peux être professionnel en Thaïlande. Je crois que je suis en train de faire une connerie, quoi. Et après, je réfléchis et je me dis, bon, je vais la faire, la connerie. Jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Et comment ça s'est inversé après j'ai réussi, quoi. Après, j'ai eu T'as arrêté de combattre à l'étranger, en fait. Non, mais c'est vrai qu'à l'étranger, j'avais pas moins bon style qu'en Thaïlande, tu vois. C'est quoi? Tu penses que c'est le hasard ou c'est des tractards ou il y a un mélange de tout? C'est vrai que les Thaïs ont tendance à sous-estimer un petit peu les phalanges. Les phalanges, c'est les étrangers pour eux. Ouais. Et à la fin, c'était un petit peu comme ça aussi, quoi. Je boxe en Europe, c'est facile. J'ai sous-estimé. Ouais. J'ai sous-estimé. Et tu disais que tu t'entraînais pas trop, t'avais une... La première année, je me suis pas entraîné. Ouais. C'est un peu bizarre, non? C'est un paradoxe, c'est-à-dire que je connaissais personne au club, d'ailleurs, c'est mal et c'est à partir donc quand j'ai eu trop de défaites, où je me suis repris en main. Et là, j'ai fait 4-5 victoires d'affilée. Et la 4e et la 5e, c'était le champion du Lumpini, le champion du Raja, de mon poids. Le champion du Lumpini, c'était prévu, mais le champion du Raja, il a remplacé quelqu'un. Donc on peut pas dire qu'il était à son niveau de champion, mais c'est le champion du Raja. Ouais. Et j'ai mis KO au premier round, les deux. Tu vois, et là, je me suis dit, bon, je suis imbattable, quoi. Je mets le champion du Lumpini KO. En plus, ceux de mon poids, 63,5 kg. Ouais. C'est pas comme si je boxais en 66 et qu'eux viennent de 63. Non, moi, je suis à 63 et aussi ils font 63. Peut-être qu'ils viennent de 61, mais en tout cas, ils sont champions en 63,5. Pas en 61,2. Et KO, les deux premiers. Et le combat qui a suivi juste après, contre Sakatpet, qui était moins costaud que tous les autres. J'ai sous-estimé, quoi. C'est lui qui m'a mis KO au premier round. Ah oui, d'accord. Il a vengé les siens. Ouais. Et à ce moment-là, tu t'entraînais comment? Donc t'avais... C'est juste la première année où je me suis pas entraîné. Ouais, tu nous dis. Mais pourquoi justement? Je reviens là-dessus. Pourquoi tu t'entraînais pas alors que tu avais tout lâché, tu vois que tu arrivais là-bas? Qu'est-ce qui a fait que... En fait, comme j'avais... déjà, comme je te dis, les combats que j'avais perdus, j'ai l'impression que c'était toujours litigieux, quoi. Ouais. Donc, et en Thaïlande, je gagnais tout le temps, quoi. Ouais. Et donc... Mais non, mais le fait que tu t'entraînes moins, comment tu expliquais que tu t'entraînais plus Non, je m'entraînais pas plus. Ouais. J'étais pas encore arrivé dans le camp avec un short pour faire connaissance avec les gens, pour m'entraîner. Pipa, je connaissais les gens du camp, mais on se voyait qu'à l'extérieur du camp. Et j'étais pas allé encore m'entraîner, alors peut-être une ou deux fois, mais j'étais à bout de souffle assez rapidement, quoi. D'accord, ouais. Donc tu as fait des combats alors que tu n'étais pas spécialement prêt, quoi. Ouais, exact. Ouais. D'où le truc litigieux. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit que... Mais bon, des fois, tu t'entraînes hyper dur, tu prends un KO au premier round aussi, donc ça veut dire quoi être prêt, quoi. T'es super fort, KO au premier round. Parce que je me dis, là, je suis tellement fort, je vais le tuer, bon, entre guillemets, bien sûr. Pardonne-moi cette expression, Fred. Non. Ouais. T'es tout pardonné. Non, je vais le défoncer, quoi. C'est ça que je voulais dire, en fait. Voilà, pas le tuer. Parce que tu le défonces, mais tu le laisses vivant. C'est un peu plus dur de tuer, mais à main nue, en plus avec des gants, bon, c'est... Voilà. Ouais. Donc, et tu pêches par trop de confiance en toi. Ouais. Et t'es ouvert. T'avais la grosse tête à ce moment-là, tu penses?
C'est-à-dire quand tu sous-estimes le mec, oui, c'est à ce moment-là que tu as la grosse tête, quoi. Ouais. Et tu imaginais, tu t'es dit à un moment, je vais finir ma vie en Thaïlande, Oui, complètement. Je pensais qu'à ce moment-là, quand j'ai dit je fais la connerie, je la fais jusqu'au bout. Pour moi, ça veut dire je reste. Mais j'ai quand même ma mère qui est à Paris. Je savais que je devrais revenir quand même inconsciemment, tu vois. À un moment donné, quoi. Et ou l'emmener là-bas, quoi. Et quand je décide d'arrêter la compétition en Thaïlande, enfin arrêter les combats, parce que j'ai vu que j'étais dépassé à ce moment-là, quoi. Et je me suis dit, bon, je vais rester en Thaïlande, ouvrir un camp. Et les quelques images qui me viennent en tête, c'est pas des images qui me font plaisir. Parce que c'est pas bon, en tout cas, ceux qui ont des camps en Thaïlande, c'est des gens qui ont un autre métier à côté. Et pour eux, c'est une passion, un hobby, dans lequel ils mettent toute leur thune, en fait. D'accord. Un investissement. Ça ne rapporte pas, quoi. Ça ne rapporte pas. Ah, ça ne rapporte pas, d'accord. Non. Ouais. C'est des gens qui. Bon, après, tu as 2-3 clubs sur Phuket destinés aux touristes. Je pense que eux, ça marche très bien. Ouais. C'est une danseuse, en fait, pour ceux. Les propriétaires des camps, c'est une expression, se payent une danseuse. Ces camps-là, c'est leur loisir. Ouais. C'est un peu chez mignon. Ouais. Elles ont tous, même s'ils sont toute la journée au camp, ils font du business. Ouais. Des paris, des trucs, du commerce, quoi. Enfin, ils sont tous, le camp, ça ne rapporte pas d'argent, quoi. Et donc, moi, ma vision du truc, c'est bon, c'est parce que tu es obligé d'aller chercher des enfants en province pour les emmener à Bangkok. Bon, maintenant, c'est hyper difficile. Il faut vraiment être de la même famille, les connaître. Parce que maintenant que j'ai appris le camp en Jockey Gym, après j'étais confronté à ce genre de situation, parce que j'ai essayé de faire venir des gens des jeunes de l'étranger, mais c'est pas de l'étranger, non, des provinces environnantes de Bangkok, pour qu'ils viennent dormir au Jockey Gym. Jockey Gym, Skarboski Gym, maintenant j'ai joint les deux noms là. Et, mais c'est pas. C'est carrément impossible. C'est impossible. Mais bon, le camp continue à marcher parce qu'il y a des boxeurs pros. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas des jeunes qui arrivent novices. Parce que ça, c'est. D'accord, ils sont déjà formés ailleurs. Tu ramènes un jeune, tu es son père. Tu es son père. Tu es son père, donc c'est ton fils. Tu investis tout pour lui. Et après, bon, si un jour il rapporte de la thune, il y a une chance sur 10 qu'il devienne champion et qu'il rapporte quelque chose. Tu t'imagines, je vais lui prendre la moitié, je fais non, ça me fait chier là. J'ai pas envie de penser comme ça. Et bon, après, maintenant, les coins ils marchent bien avec les touristes. Ah, ouais, c'est ça qui fait le. On va y revenir. D'où vient le nom Jockey Gym d'ailleurs? Le Somat, monsieur Somat, chef du camp. Il a appelé le camp de ce nom-là, mais pas en premier. Hein. Le camp a changé de nom plusieurs fois. Au début, c'était Sofoyor. Après, ça a changé. Je ne sais plus exactement c'était quoi le nom. Et après, c'est devenu Jockey. Parce qu'un boxeur du camp qu'il adorait, il s'appelait Jockey Sitkanpai. C'était son nom. Jockey, ça veut dire, grosso modo, c'est... Enfin, c'est pas grosso modo, en fait, écrit en anglais, c'est jockey. On le pense jockey, quoi. Mais jockey, c'est ceux qui font du cheval, parce que le mec adorait les courses de cheval. Ou même en faire lui-même, donc pas seulement parier, mais bon. D'accord. Je crois qu'il faisait du cheval aussi. Et, donc, jockey s'appelait, le jockey, en fait. Donc après, Jockey Gym, voilà. D'accord, oui, ça n'a rien à voir avec la boxe elle-même, en fait. C'est le nom du mec, en fait. Le nom, du boxeur. Oui, mais son surnom est d'accord. Toi, tu confirmes aujourd'hui que avoir un camp, c'est pas l'affaire du siècle aujourd'hui, puisque tu as le Jockey Gym. Comment fonctionne un peu l'économie? À Phuket, ça marche bien. À Phuket, ça marche très bien. Ah. Et tu disais donc grâce aux touristes. En ce moment avec le Covid, peut-être beaucoup moins, mais à Phuket, il y a quelques camps, là, je les vois sur Facebook, ils ont 70 personnes. Certains camps, ils ont carrément 10 rings, 200 tailles qui travaillent pour eux, quoi. Et ils ont un gros réseau internet, ils savent très bien se servir d'internet pour ramener des gens pour un prétexte ou pour un autre. Par exemple, ils vont dire spécial perte de poids. C'est un truc qui marche très bien, ça, la perte de poids financièrement, je veux dire.
D'ailleurs, toi aussi, faut que tu passes à la salle, frère. Je passe à la salle, tu penses? Ouais, parce que là, faut que tu perdes un petit peu de poids. Ça va, c'est cadré là, ça se voit pas trop. Quoi que je dis ça, je suis con parce que tu s'entraînes gratuit. Si, bah, tu fais bien de me dire, je passerai. Ouais. Comment tu vois aujourd'hui la suite des événements? Tu continues à faire ça, à vivre de ton art, de ta passion? Maintenant, ce que je veux, c'est faire profiter les gens. Les élèves, les autres profs de la salle. Et puis continuer à développer le Muay Thai. J'ai un ami là, qui veut ouvrir un Skarboski Gym sur Bordeaux. Il y en a un à Montréal en projet, 2 aux États-Unis déjà, qui existent déjà. Ouais. Un peu comme une. Donc tu fais une franchise en fait. Grosso modo, ce sont des anciens élèves qui veulent me donner l'honneur d'appuyer leur camp comme ça. Donc c'est un honneur pour moi. Je suis vraiment. Je suis vraiment fier qu'ils utilisent mon nom pour leur. Il y en a un en Chine aussi, tiens, au passage. Voilà, donc c'est important, quoi. D'accord. Un ancien élève du Jockey Gym qui a ouvert un camp là-bas qui s'appelle le Skarboski Gym China. Voilà. Parce que c'est en Chine. Je sais pas si tu as compris. Est-ce que tu regrettes cette époque-là où tu étais combattant en Thaïlande? Donc ça a duré 6 ans, hein, on est d'accord? C'est ça, oui, 5 ans et demi. Ouais, t'es nostalgique de cette époque ou pas? Nostalgique, je sais même pas ce que ça veut dire, quoi. Est-ce que tu regrettes cette époque? Est-ce que t'as que... Je regretterais. Aucune raison de regretter, quoi. Non, est-ce que... Oui, non. Oui, je regretterais. Non, au contraire, c'est ça qui m'a permis d'apporter un peu de notoriété et de m'amener au meilleur niveau, en fait, surtout. Non, je veux dire, est-ce que les sensations que tu as éprouvées, tu vois, avec ces combats, la vie en Thaïlande là-bas, tu avais une part d'aventure. Tu savais pas forcément où tu allais. Donc, tu avais, tu vois, c'était... j'étais à l'étranger, quoi. Oui. Et frérot, demain, quand tu es là-bas, tu es plus à l'étranger, quoi. La découverte, tu vois, d'un autre pays, une autre façon de vivre. Ouais, c'est effectivement voyager, ouais, c'est génial. Plus tu peux voir de trucs, mieux c'est, quoi. C'est vrai que j'étais beaucoup fixé sur la Thaïlande. Bon, il y a pas mal d'autres pays que j'aimerais visiter aussi, quoi. L'Amérique du Sud, l'Afrique, c'est pas. Si je suis jamais allé, j'aimerais bien aller, quoi. Pour visiter d'autres trucs, tu vois, parce que tout le temps la Thaïlande, le monde est grand quand même. Ah oui, bien sûr, ouais. Puis, et tout le monde grâce à tes camps, tu vas pouvoir. Ouais, j'aimerais bien en Chine, tiens. J'adorerais aller en Chine. Là, vu la situation, ça risque d'être un peu bloqué. Avec quoi, avec le Covid? Ça déjà, plus là, la situation géopolitique, internationale. Tu peux pas me dire que tu crois ces conneries, Fred. Avec la Russie. Tu peux pas me dire ça, Fred. C'est un peu plus dur de voyager, d'accord. Et la Thaïlande, justement, tu as pu continuer à y aller, justement, malgré le Covid et tout, pour aller dans ton camp? J'ai eu une naissance il y a 3 ans, donc ça fait 3 ans que je ne suis pas allé. C'est pas évident de prendre l'avion avec à 4-5 personnes. La dernière fois que j'étais parti en Thaïlande, j'avais un petit peu le même train-train. Et tes enfants, comment c'est arrivé dans ta vie? Tu voulais des enfants quand tu étais plus jeune? J'ai fait une vidéo. Ouais. Je te la montre. Tu me la montreras après. D'accord, vas-y, dis-nous. Ouais. Je vais pas te faire des signes quand même. Tu sais comment c'est arrivé, quoi. Les enfants, tu sais comment ça arrive. Je vais pas te... Oui, non, mais je voulais. Est-ce que t'as fait un tuto, tu veux dire? Comment faire des enfants? Ouais, c'est ça que tu me dis quand c'est arrivé, les enfants. D'accord. Ce que tu m'as demandé, quoi. Je mettrai le tuto en lien si tu veux. Et comment c'est arrivé dans ta vie? Non, mais tu voulais des enfants dès le départ ou Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Tu disais que tu voyageais. Ça a changé d'autres trucs? Évidemment, j'ai toujours voulu avoir un enfant. Là, j'ai la chance d'en avoir 3. Donc tu vois, c'est complètement fou, quoi. 3 fois plus de chance. Ouais. Parce que si tu veux une bagnole, on t'enfile 3. 3 bagnoles. Ouais. Et est-ce que tu as eu des rapports difficiles, toi, avec tes parents? Non, pas spécialement, non. Toujours reçu beaucoup d'amour. Ouais. Et donc tu trouves que c'est difficile d'être père aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui ou hier, c'est pareil. Oui. Ouais. Tu fais référence au... Non, la vie en général. Est-ce que la vie, tu vois, tu as beaucoup de... Ouais, tu as quand même plus de contrôle aujourd'hui. Sur la technologie amène plus de contrôle, plus de problèmes. Tu vois, les enfants sont soumis à des... tu vois bien, à l'école, tu as plus d'obligations.
Voilà. Donc, prendre des décisions pour un père aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Bah, aujourd'hui ou hier, je vois pas si ça change. Ouais. Et toi, par exemple, tes parents, ils n'ont pas été. Quand tu es parti en Thaïlande comme ça, quand tu as commencé la boxe thaï, ça n'a jamais posé de problème? Moi, j'ai plus que ma mère. Mon père nous a. Bon, quand j'étais plus petit, 13 ans. Ouais. Donc là, je suis avec surtout ma mère. C'est prévu qu'il ne peut rien dire, étant donné qu'il n'est pas. Oui. Sûr. Il m'a toujours soutenu. Ouais. J'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait sans son soutien. Et elle est venue voir tous mes combats. Du premier combat où j'ai boxé à Saint-Maur, à tous les banlieues où j'ai boxé, à Bercy, elle est venue voir boxer à Bangkok, elle est venue voir boxer au Lumpini. Tu as toujours fait confiance dans ce choix de combattant? Tu as toujours. Je n'ai pas laissé le choix. Hein. Je vais à la salle, je reviens, je fais mes footings, je fais mes trucs. Non, mais quand tu étais plus jeune, quand même, elle aurait pu avoir son mot à dire. Tu as commencé quoi, à 15-16 ans? Mais déjà, c'est le but d'une mère d'empêcher son fils de faire de la boxe. On ne fait pas de la boxe sous le conseil de sa mère, tu vois. C'est pas normal, quoi. Si ta mère dit va faire de la boxe, c'est incroyable, quoi. La personne qui est censée être douce avec moi. Mais elle dit va te prendre des coups dans la gueule, enfin, c'est le monde à l'envers. Non, ou alors parce qu'elle veut pas, elle peut pas te frapper elle-même, donc elle charge quelqu'un de le faire par le biais de la boxe. Ouais. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Je vois pas une mère qui va dire à son fils va faire de la boxe. Non, peut-être une pratiquante à la limite, mais bon, et encore, je pense qu'elle doit avoir peur quand elle voit son fils blessé ou avec du sang, je suppose, quoi. Parce que c'est plus. Ben là, tu es en train de me regarder d'une manière du style, j'ai dit que la mère avait un rôle qui serait différent du père. C'est ça que tu me regardes en pensant que je pense ce genre de truc? Non, les parents servent à rien de toute façon aujourd'hui. Je pense que l'État devrait remplacer les parents ou ce genre de choses. Je pense que c'est. Ok, bon, je vais faire une petite vaccination, je te. La boxe thaï aujourd'hui, tu penses que maintenant les gens connaissent, en fait, c'est rentré dans le paysage, même en France, le Muay Thai, tout le monde connaît un peu, boxe thaï au moins, tu vois. Il y en a qui ne connaissent pas, quoi. Hein, quoi? Il y a bien des gens qui ne connaissent pas. Ouais, mais plus ou moins ça va. Maintenant, dans notre milieu, d'autres milieux où tu dis, c'est plus connu, c'est même plus connu peut-être que la boxe française. Les gens identifient mieux, je pense, la boxe thaï. Oui, bon, c'est pas tout le monde qui connaît, quoi. Ça reste quand même un sport à part. Ouais. Même s'ils connaissent, ils ont entendu parler seulement, quoi. Et, il ne faut pas te citer 10 champions de boxe thaï quand on pourrait te citer 10 champions de foot, quoi. Alors que j'aime pas le foot, mais je te cite easy 10 champions de foot. Parce qu'on aura bas les oreilles avec ça depuis tout petit, quoi. Je peux même t'en citer 50, tu vois. Alors que j'aime pas le foot. Ouais. On va citer 50 champions de boxe thaï quand t'es pas dans la boxe thaï. Bien sûr. Bon, c'est peut-être aussi l'obstacle de la langue, ou il y a peut-être ça aussi qui joue, quoi. Mais les gens, ils citent pas plus, tu vois, des champions de boxe anglaise, ou sauf des cas très récents, quoi. Toi, tu n'as jamais eu la tentation justement de la boxe anglaise avec ton punch? Ouais, c'est bizarre que je me demandais pourquoi personne me contactait pour faire des combats de boxe anglaise. Et j'avais demandé à Pidet, un entraîneur qui est toujours entraîneur au Jockey Gym d'ailleurs. Son combattant c'était Ponsak Noi Sichang. Et je lui ai demandé, parce qu'il me voulait taper au pas d'ours, il me tenait les pattes d'ours. Et il voyait bien que j'étais rapide, je tapais fort. Et je lui ai dit pourquoi on ne propose pas faire de l'anglaise? Et il me dit l'anglaise c'est déjà bien, quoi. Bon, effectivement, il a raison. Ouais, personne m'a jamais contacté. En même temps, je pense que personne ne m'a jamais contacté, maintenant avec le recul, j'imagine, parce que j'étais quand même un petit peu free thinker, comme il dirait Georges. C'est-à-dire, on sent qu'on ne va pas pouvoir me manipuler, quoi. Tu vois, parce que les gens qui s'ils vont t'accoster pour te proposer un truc, c'est pour qu'il y ait comme quelque chose derrière, quoi. Mais, enfin, je dis ça. Évidemment, et pour ce que je gagnais, effectivement. Non, mais de toi-même, tu t'es pas dit, par exemple, effectivement, la boxe thaï, si tu veux faire carrière, surtout à l'époque, il valait mieux partir en Thaïlande. Mais la boxe anglaise, tu peux faire carrière à peu près. Enfin, tu as plus le choix, quoi, en tout cas. La France, c'est pas forcément le meilleur pays pour ça. Mais disons que ça peut être la base. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est tentant de mettre des coups de poing et de mettre KO les gens, parce que quand on est rapide, quand on a le punch.
Par contre, heureusement que j'ai pas fait de carrière d'anglais, parce qu'on prend beaucoup de coups dans la tête. Et la plupart des coups, c'est dans la tête et c'est dans le cerveau. Oui, c'est forcément plus localisé. Ouais, c'est clair. Plein centre de commandement. Là, t'as vu comment je suis? Le crâne. Imagine avec la boxe anglaise. Dès comment je suis avec la boxe thaï. Ouais. Tes plus grosses. Tu parlais de ta main, justement, mais tu as eu d'autres blessures mémorables Mais il y a le problème de tibia qui était ouvert sur plusieurs centimètres. Le problème avec le tibia, c'est que c'est un peu comme la droite, c'est une arme. Donc c'est-à-dire que ça nous handicape pas mal, quoi. Si je peux mettre 2 coups de pied, je peux mettre 2 coups de poing. C'est chaud. Donc le tibia s'était ouvert sur plusieurs centimètres. Une première fois, quand j'avais 18 ans, c'était mon premier classe A contre Jean-Luc Janvier à Japy, un boxeur du Nemrod de chez Omar. Et deuxième, ou je ne sais plus quel round, il avait le tibia assez aiguisé, parce que 1m88 pour 63,5 kg, c'est quand même assez fin, quoi. Et je me suis ouvert le tibia là, sur plusieurs centimètres. J'ai perdu au point, c'était ma première défaite. Et après, ça s'était jamais rouvert jusqu'à ce que j'arrive en Thaïlande. Là, parmi les 7 défaites d'affilée que j'avais, il y en a eu une au Cambodge, où le mec, je me suis rouvert le tibia. Et normalement, en Thaïlande, enfin dans les pays chauds, les pays tropicaux, si on est ouvert, on a une petite blessure comme ça, il faut absolument garder la blessure fermée, mettre de la bétadine, parce qu'il y a beaucoup de bactéries dans l'air, c'est moite, c'est humide. C'est pas comme à Paris. À Paris, une blessure, elle ferme tout de suite, on peut même prendre une douche, ça va cicatriser. Là-bas, ça cicatrise pas parce que la peau, elle se suinte tout le temps, quoi. Il fait chaud, donc impossible de cicatriser. Et surtout, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est une fois qu'on s'est fait coudre, c'est mettre de l'eau sur la blessure. Parce que sinon, les points, ils vont se détacher, quoi. Ça va pourrir, quoi. Et j'avais mes quelques points de suture sur le tibia. Et j'étais donc au Cambodge, à côté de la piscine. C'était après le combat, quoi. Donc j'ai quelques amis dans la piscine et je me suis dit, bon, ils sont en train de s'amuser, moi je suis là sur le côté. J'ai sauté dans l'eau, quoi. J'ai sauté dans la piscine. Voilà, donc. Donc ta plaie s'est jamais refermée, ou en tout cas elle a mis un temps dingue. Les points ont pourri. Ouais. Et, pendant combien de temps ça t'a pourri la vie, ça pendant 1 an, c'était carrément sur les combats, à chaque fois je mettais une chevillère que je relevais, que je coupais un petit peu pour la relever, pour la mettre au-dessus de la blessure. Donc ça se voyait pas parce que j'avais toujours la chevillère. Et jusqu'au bout d'un moment, au Pipa, il m'a dit, écoute, tape avec le pied. Et en fait, il faut taper avec le pied. Et je me suis dit, c'est incroyable, parce que depuis qu'on a commencé le Muay Thai, depuis que j'ai commencé, c'est coup de tibia. Ça fait partie des trucs. Alors qu'en fait, c'est des coups de pied. C'est complètement fou, ça. D'ailleurs, on dit coup de pied, quoi. On dit pas coup de tibia. Mais... Je me suis mangé un coup de pied au foie, avec ma coupe de la respiration, je me suis fait compter, quoi. Contre Marouf. C'était un coup de pied. Les coups dans le ventre, quand les phalanges, les étrangers, là, pour les tailles, sortent d'un combat et qui sont tout rouges au niveau du dos, là, au niveau des côtes, c'est le pied. En fait, c'est les coups de pied, mais comme on est omnubilé par coups de tibia, on n'arrive même pas à voir, quoi. C'est fou. Et je me dis, mais quand tu réalises, en fait, c'est des coups de pied. Il y a des choses comme ça que tu as découvert sur le tard ou complètement, tout. Après, ouais. Tout. Ouais. J'ai tout découvert sur le tard. Et j'ai tout découvert, pas tout, non. Tout ce que j'ai découvert, j'ai découvert sur le tard. Et après, tu peux rajouter 50% de connaissances en plus après la fin de ma carrière. Les gens qui sont venus me donner des idées, des conseils, qui m'ont parlé, des anciens champions taille qui ne m'adressaient pas la parole. Ils sont venus m'expliquer des trucs. En fait, tu n'as jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Ouais. Alors tu combats plus. Ouais, complètement, ouais. Et pour prendre d'exemple, un des derniers combats que j'ai fait contre Olé Lorsen, ils m'ont donné perdant. Pour moi, c'est un combat favori parce que je rate aucun coup. Parce que mettre 10 coups et en toucher 1 ou 2, bon, si tu me mets KO, c'est bien, mais tu as perdu 8 coups, quoi. Là, je rate aucun coup et je me fais pas toucher, quoi. Sauf une fois où je titubais un petit peu, l'arbitre m'a compté. Bon, c'est ce qui m'a fait perdre le combat, mais il n'y a aucune raison, quoi. C'était un petit peu. C'est dans son pays, avec son organisation, donc ils l'ont un peu favorisé, quoi. Mais c'est un combat dont je suis assez content et que j'ai fait sans entraînement une fois de plus aussi. Parce que c'est facile de s'entraîner et de gagner des combats. Et où la fierté?
Fierté, c'est tu gagnes le combat, tu t'es pas entraîné. Ça a plus de gueule déjà. Ouais. C'est plus classe. Oui, un peu comme Snatch, tu vois, parce que le mec il est là, il pousse des poids. Toi, t'arrives, tu jettes ton mégot, tu vas, bim, merci à moi. Ouais. Plus de panache. C'est plus marrant. C'est le panache français. Ouais. Et les grosses différences, tu dirais, entre les Thaïlandais et les Français, c'est... Le niveau technique qu'il y avait dans les années 90 en Thaïlande, 90-95, c'est absolument hallucinant, quoi. C'est un niveau technique de malade, quoi. Les gens, c'est toujours des légendes aujourd'hui, quoi. Des esquives, des déplacements. Et je me demande, mais comment les mecs ils arrivent à faire pour penser à ça, quoi, tu vois, pour arriver à faire ça, pour être assez calme, pour penser à ça, pour le faire, pour avoir la vitesse, le réflexe de le faire, quoi. Et j'avais un truc qui m'avait un petit peu marqué, déjà les combats d'enfants en Thaïlande, j'ai jamais apprécié. Moi, ce que j'aime bien dans un combat, c'est de m'investir. Avec un des deux, ouais, vas-y, mets le KO, tu vois. J'aime bien cette adrénaline-là. Mais je peux pas dire ça sur un autre enfant. Ouais, mais le KO, bah non, c'est un enfant de 12 ans. J'ai pas envie qu'il se mette KO, tu vois, ça me branche pas, quoi. J'aime pas. Je m'investis pas, je regarde d'un œil. Bon, c'est technique, mais je peux pas être content, sauter de joie quand il y a un enfant qui a mal. Tu vois, ça c'est impossible. Donc il y avait cet enfant qui boxait et je voyais le mec qui était dans le coin, il n'a aucune peur, absolument rien, quoi. Il est un peu comme pris dans un engrenage, comme si tu fais du basket à l'époque et puis le samedi ta compète, t'en fous un petit peu, mais t'y es quand même parce qu'il faut y aller, quoi. Et donc déjà tu pars du principe que je vais faire gaffe à pas te faire mal, quoi. T'es pas là, ouais mec, faut que je le détruise, non, je suis là, faut choisir à pas me faire mal. Et quand tu es dans cette réflexion-là, bah, là, tu es intelligent. Tu es intelligent, tu n'es pas dans un truc où il faut que je le tue, je le rentre dedans, comme on pourrait avoir nous, en France. En France, le mec, s'il fait un combat, c'est vraiment qu'il a vraiment voulu, tu vois. Il a vraiment voulu. Il a fait tous les efforts possibles. Ce qu'il veut, il a 2-3 minutes, 5 minutes pour briller. Ce qu'il veut, c'est briller. Briller, ça veut dire taper, voilà, ce qu'il veut, c'est de l'action, quoi. Quand c'est professionnel, c'est pas pareil. Tu vois, ils sont pas là pour l'action, ils sont pas là pour rentrer dedans, ils sont pas là pour mettre KO, ils sont là pour pas se faire mal. Et au passage, mettre un coup de pied de plus. C'est tout. Et gagner leur vie. Ouais, et puis gagner le combat, quoi. Oui, gagner le combat, mais en fait, oui, c'est ça, c'est que c'est professionnel, c'est une optique, même enfant, même les enfants sont là pour faire vivre leur famille. Oui, complètement, oui. Ouais. Bah, non, les enfants ne font pas vivre leur famille. Les enfants, ils sont pris en main par le camp. Ouais. Je sais pas, il se passera plusieurs années avant qu'ils puissent gagner une bourse correcte. Ou alors, il y a toujours des champions d'exception, toujours des doués, mais sinon... Ouais, quand ils sont dans un camp, c'est juste pour eux, quoi. Il n'y a pas assez pour donner à leur famille, ou alors pas grand-chose, évidemment, de toute façon. Ouais. Et tu parlais justement des champions exceptionnels que la Thaïlande a pu connaître. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu ces combats d'enfants, tu aurais pu avoir justement d'aussi grands champions, aussi techniques? Ça, c'est un coup en traite, ça. Hein? Ouais, j'avoue. Ça, ouais. Bah ouais, complètement d'accord avec toi. Hein. Ouais. Si j'ai pas commencé tôt... faut tu commences tôt, mieux c'est, quoi. Par contre, ils arrêtent leur carrière assez tôt en général. Ouais. Après, il y a un truc qui est différent. Moi, je suis entraîneur. Quand je suis avec un élève, je m'investis avec lui. Pour lui, il n'y a que lui qui compte. Mes 2 enfants que je connais pas, je ne m'investis pas dans le combat. Tu vois. Mais si c'est mon élève, bah évidemment. Je suis à fond, il n'y a plus... je sais pas, je veux qu'il gagne. Ouais. Bien sûr, mais si c'est 2 enfants que je connais pas, j'arrive pas. Quand je parle des combats d'enfants en Thaïlande, tu n'en connais aucun des deux, tu vois. Imagine l'autre, il me met KO. Tu fais quoi? Tu sautes de joie? C'est un peu gênant quand même, c'est un enfant, tu vois. Tu vas sauter de joie, quoi. Les Thaïlandais, tu penses que ça leur traverse même pas l'esprit, ou tu penses que c'est justement le fait que des enfants combattent? Oui, moi j'aime pas, c'est tout, quoi, mais après... Non, mais est-ce que les Thaïlandais peuvent avoir ce type de réflexion? T'en as déjà parlé avec eux de ça? Bien sûr, mais pas les Thaïs qui sont dans le milieu du Muay Thai. Ah oui.
il y a d'autres sphères en Thaïlande, que ce soit politique ou médicale, qui va te dire, ouais, arrêtez. Arrêtez les combats d'enfants, c'est dangereux pour eux. Ouais, et il n'y a pas longtemps, il y a eu une polémique, ils ont menacé d'arrêter les combats d'enfants. Ils ont dit oui, les docteurs avaient dit c'est dangereux pour eux, il faut arrêter parce que leur cerveau est touché. Et j'ai lu le truc, j'ai un peu halluciné, quoi. Je me suis dit, la Thaïlande va changer. Mais la boxe est trop forte, ils n'ont pas pu interdire. Mais il était question qu'ils interdisent les combats d'enfants. Oui, je me souviens. Du moins 100 cas, je sais pas. Ouais. Et en fait, non, ils n'ont pas réussi. Toi, tes enfants, en quel âge là, ils pratiquent ou pas? Tu veux leur inculquer ça ou tu t'en fous? Ils pratiquent un petit peu, depuis quelques mois. Parce que pour pratiquer dans une salle, il faut avoir une certaine discipline. Et si c'est mes enfants, s'ils jouent le rôle juste de mes enfants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et pour avoir la discipline, il faut qu'ils rentrent dans un rang, qu'ils soient un élève lambda. Et ils n'ont aucun intérêt à le faire, quoi. Parce qu'ils sont déjà les petites stars, vu que c'est les enfants de l'entraîneur. Moi, pour l'instant, ils sont encore petits, 3, 5 et 9. Celui qui a 9, il en fait depuis 1 an maintenant. Jamais obligé, ni obligé, ni même... je me dis, s'il va en faire, il sait où se trouve le club. Je ferai un tarif, évidemment. C'est mon fils, quand même. Je suis pas un salaud, j'enlève les frais d'inscription. Ouais, donc ça fait 1 an qu'il en fait, il aime bien. Après, pour faire pro, ça j'ai toujours douté que les enfants de boxeurs pouvaient réussir. Parce qu'il y a toujours la comparaison avec le père. Les enfants, ce qu'ils veulent, c'est faire un truc où ils se sentent différents un petit peu, surtout un sport comme la boxe. Et puis, et toi, est-ce que ça te tiendrait à cœur? Est-ce que tu aimerais ça? Est-ce que... Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux. Ça me ferait exactement la même chose, qu'ils fassent de la danse et qu'ils soient heureux avec ça. Mais pas de la danse classique comme les autres. T'as n'importe quelle danse, ouais, pas comme tes gens. Là, je veux le voir heureux, je m'en fous de la discipline qu'ils pratiquent. La boxe thaïlandaise aujourd'hui, toi, tu es souvent sur les compétitions, tu amènes souvent des compétiteurs dans le circuit amateur. Pas mal d'élèves amateurs. Et aussi semi-pro. Où ça en est aujourd'hui? Est-ce que tu trouves que ça va? C'est la pratique. Ça a pris un bon chemin. Là, je remercie la fédération de Joe Prestia qui organise régulièrement des combats pour les amateurs à Japy et dans d'autres salles parisiennes. Et puis l'autre fédé au passage, FFKMDA aussi qui fait beaucoup pour la boxe thaï. Ils organisent assez régulièrement. Joe, c'est un super mec avec sa femme Teresa et ils investissent beaucoup de temps, d'énergie dans des galas qui le font pour le plaisir. Heureusement qu'on les a. Et ils organisent assez régulièrement. J'ai la chance de pouvoir emmener à chaque fois une petite équipe de 10 élèves, 12 élèves. Motivé parce qu'en fait, dans ma salle, il y a 10 cours par jour, enfin 8 cours par jour, avec 10-12 profs, donc c'est pour ça que je peux me permettre d'emmener 10-12 élèves. Donc il y a un bon circuit amateur. Donc en boxe thaï, ça tourne plutôt bien, tu trouves? Oui, ça marche bien en début d'année, après c'est pas fantasmagorique non plus, c'est 3-4 fois par an, d'accord, c'est déjà bien. C'est correct, En tant qu'amateur, je fais 4 combats par an, tu peux être content déjà. Par contre, est-ce qu'il y a un circuit professionnel? Professionnel, c'est-à-dire que déjà, il y aurait des filles. Est-ce que tu as les coudes sans les coudières déjà? Est-ce qu'il y a vraiment de la Où ça? En France, chez les pros? Est-ce que c'est interdit les coudes avec les sans coudières? C'est incroyable, quoi. Est-ce que tu penses, et je crois que ça n'a pas changé maintenant que le MMA a été autorisé, donc en version pro, c'est-à-dire avec des frappes au sol et donc les coudes. Mais apparemment, la Fédé aurait le droit d'organiser sans coudière. Ah ouais? Ça serait un droit qui ne prendrait pas alors précaution? Ça serait, tu crois, que... J'en sais rien du tout, quoi. C'est complètement fou, quoi. Faudrait voir, mais en tout cas... Je sais pas pourquoi ils font ça, quoi. Au passage, la coudière, c'est plus dangereux un coup avec une coudière qu'un coup sans coudière. Moi, pour l'exemple, j'ai reçu un coup de coude de la part de Farid Kider, énorme champion, sur le haut du crâne, avec la coudière. J'avais les cheveux longs à ce moment-là. Mais par contre, le coup m'a effleuré en fait, j'ai baissé la tête
Et ça m'a vraiment effleuré le haut du crâne. Bon, je n'ai pas pris de plein fouet. Et ça m'a fait 14-15 points de suture. Ouais, ça s'arrache et ça arrache, ça m'a arraché complètement ça m'a complètement scalpé, quoi. 14 points de suture pour un coup de coude qui me frôle. Donc c'est plus dangereux, quoi. Et est-ce que pour toi, est-ce que tu penses que la boxe thaï a su trouver sa place dans le monde aujourd'hui avec, je sais pas, des circuits professionnels, son identité propre, tu vois, de la Thaïlande? Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça donne dans le monde? Tu penses que la boxe thaï a su tirer son épingle du jeu ou pas? Par rapport aux autres sports de combat? En tout cas, c'est par rapport à tous les sports de combat, c'est celui qui est le plus respecté. Ouais, c'est bête à dire, mais il y a Saenchai et Georges Saint-Pierre. C'est Georges Saint-Pierre qui va saluer Saenchai, tiens. Obligatoirement. Ouais. T'as Anderson Silva, t'as Savat. Qui va saluer qui? T'as Boakao, t'as n'importe quel mec de l'UFC. Les mecs sont plus respectés. Et au passage, leurs copines sont plus jolies. Mais ils n'ont pas l'argent. Donc tu choisis. Normalement, si t'as l'argent, t'as le choix, quoi. T'as un spectre, c'est quand même c'est bizarre, pourtant. Ouais, mais bon, t'as le goût peut-être. Pas au niveau des filles, quand même. Parce que quand les filles est intéressée par l'argent, bah, elle est moche. Je sais pas si t'as remarqué. Ça se voit, quoi. Ouais. Donc elle est moche. Et oui. Peut-être, je sais pas, c'est une bonne question. Non, moche. Oui, non, mais parce que son attitude. Tu parles, oui, ouais. Mais toi, tu parles de façon trop spirituelle. C'est ça le truc. Justement, c'est toi qui as abordé le sujet du MMA. Mais non, c'est toi. Attends, tu m'accuses de trucs là. C'est toi qui Je suis pas trop sûr. Hein. Faudra rembobiner. Hein? C'est moi qui ai abordé le sujet de MMA. Bah ouais, t'as parlé de Georges Saint-Pierre et tout. Moi, j'ai pas parlé de. Parce que tu avais parlé juste avant. De l'environnement des sports de combat, ouais. Tu m'as cité quoi, sans faire. Oui, j'étais inconsciemment. Et avec le gong derrière. Georges Saint-Pierre, donc tu l'as. T'as eu. C'est lui qui t'a fait découvrir un peu le MMA. Tu connaissais pas spécialement avant? Enfin, c'est ta rencontre. Raconte-nous vu les 2-3 premières vidéos quoi, de MMA. J'ai vu les 2-3 premières vidéos, tu vois. Tu avais Orlando Viet contre un mec du judo, tu avais les Royce Gracie qui gagnent tout le temps, quoi. Avec un gabarit qui payait pas de mine. C'était ça m'a mis un peu une grosse claque, quoi, tu vois. Et donc, Georges m'appelle, je sais pas qui c'était, quoi. Donc, je regarde sur YouTube, je vois 1 million de vues, 2 millions de vues. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est fou, ça. Et je me suis dit, et en fait, je me suis pas rendu compte à quel point. C'est une star là-bas, quoi. Il a été élu personnalité de l'année au Canada. Pas sportif de l'année, hein, personnalité de l'année. C'est encore plus que sportif. Parce que tu as le mec qui est sportif de l'année, mais l'autre, il est personnalité de l'année. C'est-à-dire. Encore mieux, quoi. Toi, le MMA, on en avait déjà parlé, mais ça t'a jamais tenté plus que ça? T'as jamais. C'était quand c'est arrivé. Le MMA, c'était en 91, 90, là. Ouais, 93. Enfin, le premier UFC, 93. Oui, 93. Et j'étais choqué. Hein, on a l'impression que c'est un petit peu de la bagarre de rue, quoi, on va dire. Et, même qui pensait que c'était du catch à l'époque. Ouais, c'est du catch, mais c'est du catch, mais avec des vrais coups. Du coup, c'est du catch avec des vrais coups, c'est vrai qu'on a cette impression-là, quoi. Et moi, j'étais déjà champion de boxe thaï. Donc, je sais pas pourquoi je me suis intéressé à un autre truc, quoi. Oui, tu étais déjà dans un. J'avais déjà commencé la boxe thaï. Quand tu choisis tes disciplines, à l'école, c'est au mois de septembre. Et tu es obligé de t'y tenir jusqu'au mois de juin. Tu ne peux pas changer de discipline pendant l'année. Parce que tu es discipliné. Et moi, j'avais choisi quoi? À 15-16 ans, rappelle-toi, je t'avais dit quoi? À 16 ans, j'avais dit quoi? Je t'ai dit en début d'interview que j'avais décidé que je mettrais mon énergie et mon argent uniquement dans le Muay Thai. C'est vrai. Je t'ai dit ça au début de l'interview. Et donc, tu reviens jamais sur tes décisions. Si, parce que j'ai arrêté pendant 3 ans. Ouais. Donc, pour revenir sur Georges, donc Georges Saint-Pierre, quand il t'a appelé, c'était pourquoi? Il voulait s'entraîner avec toi? C'était lui,
c'est quelqu'un de très intelligent, il appelle des champions d'autres disciplines, de différentes disciplines, pour venir l'entraîner. C'est super. Déjà, rien que ça, je trouve ça super intelligent, quoi. En France, le mec, il a son club, le directeur du club, et tu vois personne d'autre. Personne. Le mec, il est en freelance, il appelle les entraîneurs qu'il veut. Putain, il est malin déjà. Et après, je vois que. Et il me dit lui-même, il me dit en fait, moi, j'apprends vite, il me dit. Effectivement, je fais bon, bah écoute, écoute, moi, je vais apprendre un truc d'entrée. Ça va durer 10 minutes. Et c'est l'essentiel. Je fais le reste, après, ça va pour rigoler, mais c'est le truc le plus important. Et je te le montre, ça va durer 10 minutes. Quoi. Et je lui montre la garde avec certains balanciers du corps. Et j'ai avec ce mouvement de balancier, tu pourrais tout esquiver, tu pourras taper au bon moment. Et je fais, c'est ça tout, quoi. Je fais le reste, après, c'est pour rigoler. Quoi. Et je fais, bon, voilà, on fait quoi maintenant? Et ouais, parce que vous avez une relation plutôt suivie pendant plusieurs années. Même quand il venait ici, tu le voyais, vous êtes devenus amis par la suite. Il m'a appelé pour l'entraîner, comme ça, pendant une semaine, plusieurs reprises, au Canada, en Angleterre. Il est venu à Paris, mais bon, il a fait un entraînement ou deux, c'était plus pour le fun, hein. C'est pas un entraînement ou deux, mais en tout cas, je lui avais dit, je t'ai dit en début de truc, que je lui ai dit, le truc, ça prend 10 minutes, je t'apprends ça, après le reste, c'est pour rigoler. Donc j'avais déjà appris le truc. Oui. Donc après, c'était pour rigoler. Quoi. Après, c'était du bonus. Donc il est juste venu une ou deux fois comme ça, pour rigoler, faire un petit truc, mais, pour s'amuser. Mais le truc que je lui ai montré, ça durait 5-10 minutes, et ça suffisait. Quoi. Quand tu es allé plusieurs fois donc, au Canada pour l'entraîner. Oui, et à chaque fois que j'allais au Canada, c'était... déjà au niveau des douanes, ça c'est difficile. Hein. Ils ne voulaient pas croire que j'étais venu pour entraîner Georges Saint-Pierre. Quoi. Ils voyaient que j'étais venu avec deux amis qui ne payaient pas une mine non plus. Ils t'ont pris pour un rigolo. Ouais. C'est peut-être le fait qu'il y en avait un des deux qui avait une bouteille de whisky dans la main, entamée. Je pense que c'est ça qui a dû le... Ouais. Et il me dit, alors vous êtes venu entraîner Georges Saint-Pierre. Le mec, il retient un rire. Je dis, bah appelez-le, vous allez voir. Il appelle. Son visage, il change. Il devient tout blanc, le mec. Oui, monsieur Saint-Pierre. Tout à fait, monsieur Saint-Pierre. Oui, mais... Et moi, je suis là, je me dis, mais le mec, il est connu à ce point-là que le douanier, il dit monsieur Saint-Pierre au téléphone, tu vois. Dès qu'il l'appelle, ça me fait halluciner. Je me dis, il ne va pas le reconnaître. En fait, il connaissait sa voix, quoi. Tout à fait, monsieur Saint-Pierre. Tout de suite, monsieur Saint-Pierre. Au revoir, monsieur Saint-Pierre. Alors, je me dis, mais c'est quoi ce truc de fou? Le douanier, il le connaît. Enfin, tout le monde le connaît, quoi. T'as vu que c'était star. Parce que le premier douanier qui m'a dit, je suis venu entraîner Georges. Ouais. Il retient rien. Il dit bougez pas. Il repart. Il ramène un collègue à lui, hyper sérieux. Vous pouvez dire ce que vous avez dit de mon collègue là. Il s'était venu pour se foutre de ma gueule. Il voulait mettre des gens pour se moquer de moi. Jusqu'au moment où il a eu Georges Saint-Pierre au téléphone et là il a fait une drôle de tête. Excusez, passez une bonne journée, monsieur. Tu crois que c'était une caméra cachée ou c'est un gag ouais. Et comment ça s'est passé là-bas? Tu découvres le Canada, toi Il m'a très bien accueilli. Ouais. Voilà. Excellent accueil. On a fait quelques entraînements, je lui ai montré ce que j'avais à lui montrer. Ah ouais. Et après, il m'a rappelé 2-3 fois, notamment pour cette émission. Je sais pas si tu as entendu parler. Pour le TUF. T'as entendu parler de cette émission? Bah oui, bah c'est culte. Justement, j'allais te dire que. Parce que le petit passage que j'ai fait dans cette émission qui dure 2-3 minutes, il a été vu. Il l'avait mis au début sur. Il y avait Internet à l'époque, il l'a mis sur YouTube ou je sais pas quoi. Il y a eu. Soit 10, 15 millions, 20 millions, enfin, ça dépassait tous les autres chiffres. De tous les intervenants, ça dépassait de 10 fois. Ah oui, ta séquence est devenue culte. Et ils ont enlevé la vidéo. Ah, ils l'ont remise. Ah ouais. Ils ont fait ça 3-4 fois. Ah ouais. Dès qu'elle atteint un certain nombre de vues, parce que c'est ça qui fait la pub sur une vidéo, c'est quand tu peux... Oh putain, 35 millions de vues, c'est un truc de fou. Donc à chaque fois, ils l'enlevaient et ils la remettent. Ce qui fait qu'il y a toujours 2-3 millions, mais il n'y a pas les 100 millions qu'il y avait au début, quoi. Enfin, ça fait une espèce de buzz de malade. Ouais. Explique-nous justement. Quand j'ai vu la vidéo, pas la vidéo, mais avant, à l'épisode d'avant, il y a un trailer sur l'épisode d'après. Il dit prochain épisode, vous verrez un entraîneur français qui maltraite tout le monde dans la team de Georges Saint-Pierre. Et puis il montre quelques exemples où je fais tomber les gens là. Et c'est hallucinant ça. Raconte-nous justement l'envers du décor, les coulisses, comment ça s'est passé? Il t'appelle. Je suis allé 2-3 fois faire les tournages d'1 heure. J'arrive à Las Vegas. Non mais lui il te présente ça comment déjà? Il t'appelle, il te dit quoi il va. C'est pour rappeler aux gens, c'était pour The Ultimate Fighter, donc qui est le reality show de l'UFC. C'est pour entraîner.
Je pensais que c'était vraiment un entraînement sérieux, quoi. Ouais. Je sais pas que c'était un truc de télé, quoi. Ah, d'accord. Donc, il me dit c'est pour entraîner, et ça passe à la télé aussi. Bon, tant mieux, on peut faire les deux, quoi. Et ouais, donc j'arrive l'après-midi à Las Vegas. À Las Vegas, l'après-midi, les gens qui connaissent, ils vont dans des pool parties. C'est pas des trucs avec les billards. Ouais. C'est quoi alors? Là, c'est une piscine avec tout autour de la piscine c'est un peu comme une équipe de MTV, quoi. Ah, d'accord. Tout le monde Ouais, tes décors. boîte de nuit en piscine, quoi. Enfin, bon, bref. Tout le monde en maillot de bain déjà. Ouais. Donc forcément c'est une piscine. Donc, donc ça danse, ça chante, ça boit. Donc je commande pour tout le monde. Quand je suis avec des gens, j'aime bien inviter. Je commande pour tout le monde. Je demande 5 verres. Je comptais 5. Après, je me ramène avec mes $100. Le mec il me dit c'est $350. Donc je paye $350, ce qui représentait un tiers de mon budget pour la semaine. Et à ce moment-là, quand je suis en train de boire le verre, il m'appelle, il me dit il faut venir sur le tournage tout de suite. Je dis il y a mon verre à $60 quand même. Tu vois, donc je suis rentré dans le tournage avec mon verre, parce que je n'allais pas le jeter, quoi. J'ai fait je le termine. Je suis 50, ça m'avait foutu un petit peu là. Donc, et je suis arrivé donc, avec ce verre de cocktail. Et donc c'est là qu'a démarré la légende, quoi. D'accord. Donc t'es arrivé, t'avais bu ton cocktail en fait. J'ai mon cocktail dans la main, quoi. Je disais bonjour aux gens. D'accord. Et on t'a dit donc, voilà, là vous allez tourner un petit peu dans la cage et tout. Comment c'est passé Déjà, apparemment, j'ai compris que c'était un truc contre le Koscheck. Koscheck. Koscheck, je le connaissais pas. Il me semblait sympa. En tout cas, c'est une énorme production. Alors, petites anecdotes que j'ai là-dedans. Moi, je peux pas raconter ça parce que les gens. Donc, donc Koscheck, moi, je le trouve assez cool. Mais par contre, Georges, j'ai l'impression qu'il n'avait pas compris que c'était une émission, quoi. Pourquoi il l'aimait pas vraiment, quoi. Il le prenait au sérieux. Enfin, je sais pas, il prenait la rivalité au sérieux. C'est une émission de télé avec 2 stars. Tu vois, donc ça veut dire que le plus proche de Georges Saint-Pierre, c'est Koscheck, quoi. Ils ont tout en commun, quoi. Ils font la même chose dans la vie. Ils sont dans une émission la même. Pourquoi tu détestes le mec? C'est complètement fou, ça. Je vais parler avec lui, c'est de sympathiser. Je lui dis, viens, on invite à boire un verre. Je fais pour l'émission, ok, vous faites si vous aimez pas. Mais sinon, le reste du temps, il t'a fait quoi? T'as rien fait. Ouais, t'avais vu que le Koscheck, donc lui, il jouait bien son rôle, mais que Saint-Pierre, il prenait ça au sérieux, en fait. C'est ça. Ouais, il l'aimait vraiment pas. Ouais. Je me dis, pourquoi Et après, j'ai vu dans l'émission qu'il faisait des petits coups de crasse. Mais c'est dans l'émission qu'on voyait ça. Tous les jours, il y a tout un set de personnes qui est réuni. Il y a le mec qui est ton adversaire du truc. Tu lui serres la main, quoi. Parce que c'est pour nous que tous les gens sont là, c'est pour notre émission, tu vois. Pas faire qu'on s'aime pas, quoi. On s'aime pas, on fait la même chose, on fait le même métier, on est dans le même truc, on a la même passion. Comment tu veux ne pas l'aimer, quoi? Il y a peut-être besoin de ça pour se motiver pour le combat, je sais pas. Et lui, il l'aimait pas vraiment pour de vrai. C'est incroyable, quoi. Toi, t'as aimé tous les combattants que t'as affrontés? À fond, Un grand respect pour tous ceux que j'ai boxés. Un petit plus pour ceux qui m'ont battu, forcément, quoi. Quand t'as battu un mec, quand un mec t'a battu, tu le rappelles. Et les mecs que j'ai battus, ils me rappellent. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, tu vois, de rester un petit peu sur les MMA. Donc, c'est arrivé en France, c'était légalisé, tu commences à avoir des shows qui arrivent là pas mal. Tu as l'UFC sûrement qui devrait arriver pour septembre. C'est bon aussi pour le Muay Thai parce que le MMA, c'est le mix du Muay Thai et du Jiu-Jitsu, je pense. Oui, avec de la lutte aussi. Mais c'est vrai que. Le Jiu-Jitsu, c'est lutte, quoi. Enfin, pour moi, je voulais dire Jiu-Jitsu lutte, quoi. Ouais, les Jiu-Jitsuka, ils sont pas trop lutteurs. Non, parce qu'ils n'aiment pas trop combattre debout, les Jiu-Jitsuka, en fait. Donc, et la lutte, quand je dis lutte, c'est vrai, je pense à la lutte debout. Les Jiu-Jitsuka, généralement, c'est vachement le sol, tu vois. La lutte, s'il n'y a pas de coup de poing debout. Non, bien sûr. Mais l'aspect lutte, c'est-à-dire corps à corps, que tu vas retrouver en boxe taille avec le clinch, est super important, sauf qu'on va chercher dans les jambes, tu vois, on va... Pour ça tomber. Voilà. Et après, ça... Pour les takedowns, c'est ça.
Et puis lutte, c'est plus l'aspect je te domine, alors que je te domine, je prends des positions, tu vois, je prends l'ascendant sur toi, ça peut être pour frapper aussi, mais ça peut être pour placer une soumission. Ouais. Jiu-jitsu, c'est vraiment... Entre le jiu-jitsu et la lutte, alors c'est qui gagne sans coup de poing, sans percussion? Un lutteur il risque d'avoir l'ascendant, quoi. Le jiu-jitsuka, il va vouloir aller au sol, et le lutteur pourra être en position de force, tu vois. Après, maintenant, il peut toujours se faire passer une soumission si l'autre est... Bon, c'est pareil en fait. Donc oui et non, parce que le jiu-jitsu brésilien, là, si on parle de ça, c'est surtout au départ c'est avec le gi, et c'est surtout axé sur la soumission pour se différencier du judo aussi, tu vois, qui avait plus le combat debout et les projections. Voilà. Et toi donc tu vois ça d'un bon oeil, est-ce que... Ouais, je suis content, ouais. Ouais, ça donne plus de visibilité au sport de combat, en règle générale. Hein. Regarde pendant le confinement, les 2 trucs qu'on voyait sur Facebook, enfin peut-être que je suis abonné que ce genre de trucs, c'était le One et l'UFC. Il n'y avait rien d'autre, absolument rien d'autre que ça. Il n'y a pas de foot, il n'y a pas de tennis, il n'y a rien. Il y a ces 2 sports-là. C'est fou ça. Pendant quelques mois, les sports de combat étaient mis au premier rang, tu vois, au premier rang des sports au monde. Et c'est vrai que ça prend de plus en plus d'importance sur les sports de combat. Maintenant, pour être cool, tu fais de la boxe thaï avec un coach particulier ou dans un club. Avant, pour être cool, c'était tennis. Là, maintenant, c'est cool, c'est de la boxe thaï. Et Georges Saint-Pierre était venu te voir donc pour que tu lui enseignes certaines choses. Est-ce que tu as des combattants de MMA en France qui sont venus te solliciter comme ça? Oui, il y a certains combattants de MMA qui viennent à la salle. Effectivement, ouais. Ils viennent s'entraîner en stand-up, en striking. À la salle, en boxe thaï, ouais. D'accord. Avec moi ou d'autres profs. Hein. D'accord. Ouais. Ouais, bien sûr, il y en a pas mal dans les clubs de boxe thaï qui font du MMA, enfin qui ont l'objectif de faire du MMA. Ils sont obligés d'apprendre la boxe thaï. C'est sûr. Ils ne peuvent pas faire du MMA s'ils ne savent pas mettre des coups de pied, coups de coude, coups de poing. Coup de genou. Genou aussi, ouais. Et toi, tu veux plus t'as organisé en France? Tu as organisé pas mal de galas d'ailleurs. J'ai organisé 14 Best of Siam. Ouais, quand même. Et parmi ces 14, déjà, j'ai l'impression que le premier Best of Siam que j'ai organisé avait un peu relancé le Muay Thai en France, parce qu'il y avait pas mal d'organisations qui ont essayé de faire à peu près la même. Et ça a duré comme ça pendant 2-3 ans. Ça avait relancé le Muay Thai. Il y a des gens qui ont voulu organiser par la suite, ça leur donnait l'idée, parce que la salle était remplie. C'était fou, quoi. C'était rempli à ras-bord. Et surtout, j'étais le premier Européen organisé avec mon ami Hakim Dida au Raja Damnon, qui est la mecque du Muay Thai. Non seulement je suis le premier Européen organisé au Raja, après je suis le premier Européen à organiser au Lumpini. D'accord, t'as doublé en plus. En plus, ouais. Et après, c'est pas fini. Parce que je suis le premier homme à partir du Raja pour le Lumpini et revenir au Raja. Même les Thaïs ne font pas ça. Ouais. Tu pars du Raja, t'es radié à vie. Ah ouais? Ouais, si tu organises, t'es promoteur, tu organises le Raja, tu peux organiser le Lumpini, tu peux leur dire au revoir. Adieu, quoi. Et moi, je suis parti du Raja. Je suis allé au Lumpini, j'ai organisé, et je suis revenu organiser au Raja. Et ça, même les Thaïs ne l'ont pas fait. D'accord. Il y a le Raja et le Lumpini appartiennent à qui en Thaïlande? Il n'y a pas un côté police et armée, non? Non, le Raja Damnon, il appartient. De toute façon, déjà à la base, tout appartient au roi en Thaïlande. Ouais. Tout. D'accord. Le Raja, il appartient à un monsieur, comment il s'appelle? Jit Tiosokun, ça c'est le fils. Et Kunchalonpon, Tiosokun encore, c'est lui le propriétaire, directeur du Lumpini, enfin directeur, on va dire propriétaire. C'est lui que ça appartient, hein, les murs, voilà. D'accord. Et Kunchalonpon, et maintenant c'est son fils Jit, qui est le nouveau directeur. Après, je crois que tu as aussi une sorte de président d'honneur. Lui, il n'appartient pas, mais c'est un des plus anciens, président d'honneur. Après, le Chalonpon Kiosakun, qui est lui le directeur, c'est quelqu'un qui a énormément
il est milliardaire. Il est milliardaire. Le Raja, pour lui, c'est pas grand, c'est 1% de son truc. Ouais. Il a des tours dans Bangkok, carrément, quoi. Des tours. Donc, il est milliardaire. D'accord. C'est encore, pour lui, c'est comme pour les propriétaires de club, c'est une danseuse, en fait. C'est un truc en plus. Ah, moi, non, je suis pas à son niveau, ça. Mais je l'ai rencontré quand même. Et après, tu as le directeur qui lui bosse. Hein, et même eux, je sais pas, ils sont plus dans le business que c'est pas des fans de Muay Thai comme ceux qui sont à l'intérieur. C'est c'est ils sont détachés. Bon, c'est aussi des fans de Muay Thai. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je suis méchant, c'est pas vrai. Il y a le côté business forcément qui bon, tu peux pas être passionnés de la même façon. Ils sont dans un autre monde. Ils sont carrément dans un autre monde. La manière dont ils sont habillés, leur stature, leur manière de parler, tu vois bien qu'ils sont dans un autre monde. C'est de la famille plus ou moins royale, on va dire. Ils ont des accointances avec des gens très importants, au placé, quoi, proches de famille royale. Et c'est des gens vraiment qu'on fait leurs études en Suisse ou je sais pas où. Ils sont d'un autre niveau. Vraiment, c'est la manière de se... Tu vois bien, quoi. Et après, le Lumpini, il est géré par l'armée. Et tous les 4-5 ans, le président est changé. Ah ouais, d'accord. C'est comme un titre honorifique. Mais tu as un secrétaire. Lui qui reste le même, généralement, parce qu'il faut bien quelqu'un qui suive le business. Pour le Lumpini. D'accord. Voilà. Donc le Lumpini, c'est l'État, en fait. Il est géré par l'armée, par des gens qui ont un poste militaire. Même s'ils travaillent là-bas à plein temps, je veux dire, ils ont quand même un poste militaire, ils sont payés par l'armée. Et le Raja, c'est une... Voilà. Kunchalanpon, Kiasakun. Et quand tu as organisé là-bas, justement, forcément, c'était différent, hein, parce que la boxe thaï... C'est le premier européen, le premier non-thaï organisé au Raja et au Lumpini. C'était un moment magique. J'ai même fait une ceinture du Raja entre deux Français, c'est aussi la première fois dans l'histoire. C'était qui d'ailleurs, Raphaël Boïc et Dylan Salvador. C'est un super combat au Lumpini. J'ai eu l'honneur, le plaisir de pouvoir mettre des ceintures de Raja et du Lumpini en jeu. Sur les quelques fois que j'ai organisé là-bas, plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine de ceintures du Raja et du Lumpini en jeu. Moi, j'avais vraiment le... Bon, le problème, c'est que c'est, une fois de plus, hein, il n'y a pas de bénéfice, donc si ça me coûte un petit peu, je veux bien, mais après, les derniers m'ont coûté trop cher. Et donc, je fais une pause. On reprendra peut-être en faisant un rythme moins élevé, hein, peut-être un par an. À la limite. Mais comme on a organisé à l'époque, genre 4-5 par an, après c'était plus rentable. Et les combats au Raja ou au Lumpini, par exemple, l'aspect Paris, normalement, sur tous ces gars-là, tu vois, est vachement important. C'est-à-dire que toi, quand tu as organisé, est-ce que tu avais ce côté-là? Déjà, les tailles, ils parient uniquement quand c'est deux tailles qui boxent. Ah. Uniquement. D'accord. Oui. Il y a toujours un ou deux mecs qui va parler pour rigoler, quoi. Mais sinon, c'est des professionnels du pari. Quand tu es professionnel du pari, on te ramène un cheval que tu connais pas, tu joues pas. Tu joues pas cette course, quoi. Tu joueras une autre course, tu connais les chevaux, quoi. C'est suivi dans les magazines, tu sais ce qu'a fait le mec avant. Phalangue, ils ne vont pas prendre de risques. Ils parient pas sur les... Donc alors, pour attirer le monde dans ces stadiums-là, il faut ramener ou des touristes, touristes parce qu'ils payent une place qui est plus chère que les Thaïs, ce que je trouve inadmissible. Mais bon, ils payent quand même peut-être 10 fois plus, quoi. Donc, si vous arrivez à avoir pas mal de touristes, c'est bien. Ou si vous n'avez pas beaucoup de touristes, il faut un maximum, il faut 2-3 fois plus de Thaïs. Et les Thaïs viennent pour les paris. Quand j'ai organisé, je faisais 10 combats, grosso modo 5 Thaïs contre Thaïs et 5 étrangers contre Thaïs. Donc il y avait quand même quelques parieurs Thaïs qui étaient là. Voilà. Il faut quelques ans, on est bien rempli pour certains. Une fois, tu m'avais raconté que à l'entrée de je ne sais plus quel stade ou de certains, c'est marqué interdit les paris sont interdits à l'intérieur, c'est ça, non? Oui, c'est marqué partout. Les paris sont interdits en Thaïlande. Les grosses affiches marquées interdit de parier. Et à l'intérieur, on parie. Et les gens viennent pour parier.
Donc, ouais, j'en ai pour Paris. Ouais. Ouais. Et s'ils interdisent le pari, il n'y aura plus de boxe taille. Parce que c'est comme le gros Ah ouais, du c'est à truc. ce point-là, à ton avis, ouais, c'est vraiment. Bah ouais, parce que regarde, quand tu vois des combats en France, enfin à Paris, enfin, quand je dis en France, en Ile-de-France, parce que moi je suis de l'Île-de-France, tu t'organises, des fois il y a des super organisations, tu arrives, il y a 1000, 2000 spectateurs, tu comprends pas. Je dis, putain, avec des super boxeurs comme ça, 1000, 2000 spectateurs, c'est pas beaucoup quoi. Ouais, c'est comme les courses de chevaux, il y aurait plus Ouais. de. Si on retire les paris. Exactement. Ouais. Tu ramènes des super. Alors imagine en Thaïlande, tu as des combats tous les jours dans toutes les provinces. Donc tu as pas tout le temps des champions. Et il faut remplir la salle. Et donc si regarde en France, quand il y a des combats amateurs, il y a 0 spectateur. Enfin, il y a juste les amis, les proches du boxeur. Mais malgré ça, quoi, ils viennent à 2, 3 maxi. Quoi. Ouais. C'est pas. Alors qu'il y aurait des paris, voilà. Ça tirait plus de monde. Et c'est les parieurs qui font qu'il y a du monde dans les stadiums. Parce que c'est pas les 2-3 amis des boxeurs, à moins qu'il soit champion et qu'il ait son petit fan club. Et encore, même s'il a son fan club, c'est rarement plus de 50 personnes. Il n'y a pas un fan club un taille qui va ramener 1000 personnes comme ça, et lui tout seul. Surtout dans les stadiums, surtout les tailles, c'est pas possible. La boxe taille aujourd'hui, tu disais tout à l'heure qu'il y avait un niveau dingue, tu faisais allusion quoi? C'était dans les années 90? Ouais, 90, ils appelaient ça le Golden Age là. Ouais. Effectivement, c'est parce que c'est aussi un petit peu les débuts des cassettes VHS qui se transmettaient un peu dans le monde. Donc, mais c'est vrai ça avait atteint un niveau technique, non, quand même, vraiment fou quoi. Ouais. Et pourquoi tu penses que du coup, ça s'est dégradé après? Il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qui a pu se passer? Non, je pense pas ça. Ouais. J'y avais un niveau technique parce que peut-être que le mec avait pas mal de dessus sur l'autre. Parce qu'il était beaucoup plus fort que l'autre. Et après, tout le monde a vu lui qui était fort, et tout le monde est aussi fort que lui, donc la différence, elle se voit moins. Quoi. Et sinon, le mec d'aujourd'hui, il battrait le mec de l'époque. Ouais. Mais ça se voit pas parce que son adversaire a aussi progressé. Quoi. Ouais. Le niveau, il progresse tellement que la différence, elle se voit moins. Quoi. Mohamed Ali, avec les Robinson, c'est un des premiers à danser, à faire les trucs. Maintenant, aujourd'hui, tous les boxeurs de boxe anglaise dansent. On fait tous comme Mohamed Ali, on fait tous comme... les jeux de jambes, je veux dire, c'est... Maintenant, regarde le Lomachenko, avec les esquives en diagonale, tout ça. À quelques années, tout le monde va faire que ça. Tu vois, ouais. Les esquives en diagonale, les trucs comme il fait, quoi. C'est un peu un nouveau style. Quoi. Et aujourd'hui, les gens qui viennent s'entraîner donc, dans tes clubs, ils cherchent quoi? C'est surtout du loisir? J'ai des compétiteurs. Ouais. Il y en a qui, je pense, qui peuvent faire un bon truc. Nour, une petite de 12 ans, future championne. Swell, un champion aussi, 19 ans. Et je pense que ces deux-là peuvent vraiment aller au plus haut niveau. D'accord. Et toi, tu les accompagnerais, par exemple, même s'ils continuent une carrière professionnelle, tu les accompagnerais ou pas? Ça dépend s'ils prennent le métro, parce que j'ai pas de ticket. C'est ça que je les accompagne au métro. D'accord. Bah oui, je les ai accompagnés, ouais. Je reste avec eux. Bah évidemment, complètement. Bah de toute façon, ils sont pas. Non, mais ça prend du temps. Tu sais bien, tu as une famille. On est une équipe. Ouais. Il y a 10 profs. Non, ils s'entendent bien avec tout le monde. Oui, bien sûr, évidemment. Moi, je suis là, j'ai une salle pour entraîner, pour motiver des gens, ceux qui réussissent. Bon, Ah, tu veux dire si je les suis, s'ils ouvrent une autre salle ou... Non, dans leur carrière professionnelle. D'accord. Complètement, obligatoirement. D'accord. Non, mais tu pourrais être déçu ou tu pourrais ne pas avoir envie de t'impliquer à ce niveau-là. Parce que, non, ils méritent. Ouais. Ils méritent. Je fais ça avec des gens qui méritent. Eux, ils méritent. C'est avec grand plaisir que je le fais. Quoi. Ouais. D'accord. Ok. Bah, écoute, Jean-Charles, je pense qu'on a fait très bien. Merci, Fred. Un grand tour de la question Skarbowski. C'était cool. Ça me fait plaisir de parler de trucs perso. Et voilà. Voilà. Et je vous remercie d'avoir été présent. Et puis, vous pouvez suivre Jean-Charles partout sur les réseaux parce que c'est vrai que ça tourne pas mal sur Facebook et tout. Tu fais pas mal de vidéos. Facebook, Instagram. Ouais, ces vidéos tutos et compagnie. Là, tu voulais peut-être pas le tuto sur la façon dont on fait les enfants, mais les autres, je les ai vus, ils sont... Si, celui-là aussi. Si, celui-là aussi, ouais. D'accord, ok. Bon, bah, voilà. Je vous remercie, à très bientôt. Et, merci à vous. Salut Gap, merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Ciao, bye.